Cette hebdo-édition du dimanche 5 mai 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Inscription sur les listes électorales. Le ministre de l'administration territoriale exprime sa désapprobation face aux efforts de certains hommes politiques visant à mobiliser massivement les populations pour qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales. Paul Atangandi rappelle que ces opérations relèvent exclusivement de la compétence d'Elections Cameroun et que s'inscrire sur une liste électorale n'est pas obligatoire. Notons que la mise en garde qui fait réagir les hommes politiques intervient après une réunion entre le ministre et Elections Cameroun. On en parle. On parlera également de l'engagement politique des jeunes au Cameroun. La jeunesse sera-t-elle au rendez-vous de 2025 ? La question mérite d'être posée quand on sait que la population camerounaise est majoritairement constituée de jeunes. Et ce dimanche, pour parler de tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau Amine Fodieu, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Fodieu et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce dimanche. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau avec d'éminents politiciens ou politologues pour échanger sur la vie de la nation et la vie de la politique au Cameroun. Je voudrais dire que les sujets d'aujourd'hui m'intéressent plus particulièrement parce que j'annonce comme ça l'apparition d'un livre d'ici la fin de l'année, l'apparition d'un livre en fin d'année qui s'intitulera Mon Karma, qui en fait est la chronique de l'engagement politique au Cameroun. C'est-à-dire que je me suis engagé en politique en 2021 vous avez commencé par quel cas en 2021 2021, militant au PCRN. En 2021. Donc, je me suis engagé en politique en 2021 et au bout de 3 années, je connais tous les déboires par lesquels je suis passé. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre sur pied cet ouvrage, cette chronique qui va certainement inspirer les autres jeunes qui veulent peut-être s'engager en politique, qui pourront notamment savoir les erreurs à ne pas faire et les bonnes pratiques pour s'engager dans ce milieu parce que aujourd'hui les Camerounais doivent massivement s'engager en politique car l'avenir du pays en dépend. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche, Amine Fodieu. Face à vous, nous recevons Jean-Claude Youth, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Youth et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Delia, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Je croyais que j'étais un jeune militant, moi qui suis militant depuis le 12 mai 2002, mais lorsque je suis quand même M. Lamine qui est militant depuis 2021, j'ai dit finalement, donc ça voudrait dire que nous-mêmes sommes déjà très anciens déjà. 12 mai 2002 et au RDPC, quel est le poste quelle est la fonction que vous occupez? 12 mai 2002, ça fait quoi? Ça fait 14 ans, c'est ça? Si je me trompe pas. Non, ça fait 22 ans. Ah, 22 ans. 2002. Ah, 2002, pas 2012. Ok, 2002. D'accord, 22 ans. Oui, 22 ans. Et votre parcours politique au RDPC? Oui, le parcours... Vous êtes au JRDPC ou bien vous êtes au Rassemblement, au RDPC même? Au RDPC, j'ai jamais milité à l'OJRDPC. Pourquoi? Je veux dire, quelle est la différence entre l'OJ et puis le RDPC? Oui, la différence... Parce que j'imagine que quand vous décidez de rejoindre le RDPC, vous êtes un jeune. Oui, mais on peut choisir directement de militer au RDPC. D'accord. Et tout comme on peut militer à l'OJ parce qu'on a l'âge. D'accord. Donc, la différence entre celui qui décide de militer à l'OJ, c'est parce qu'en fait, il a l'âge. Et lorsqu'il aura plus de 35 ans, il sera automatiquement reversé au RDPC. Je veux dire, quand vous décidez d'adhérer à cette formation politique, vous avez plus de 35 ans déjà? Non, moins. Mais vous avez décidé de passer immédiatement par le... Mais oui, c'est une décision personnelle? Oui, c'est-à-dire, je voulais déjà être auprès des aînés. Et là où ça se fait auprès des grands, je considérais que je apprendrais plus rapidement et je ferais mieux mes classes étant auprès des aînés. C'est ce qui s'est passé. Parlons justement de vos classes. Comment est-ce que quand vous êtes entré, vous étiez militant de base, j'imagine que c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, quel est le poste que vous occupez? Je suis ici aujourd'hui en qualité de communicant du parti. Je sais, mais je dis au sein du RDPC, je veux dire, est-ce que vous êtes toujours militant de base? Est-ce que vous êtes président de section? Est-ce que vous êtes président de sous-section? Quel est le poste que vous occupez aujourd'hui, après 22 années passées au sein de cette formation politique? C'est la fonction de chargé de mission.
en réalité. Chargé de mission, Oui. je veux dire, c'est une fonction précise dans l'organigramme du parti. Précise dans le parti. Donc, en fait, pour que vous compreniez très bien, vous allez voir que nous avons la cellule, nous avons le comité de base, nous avons la sous-section, nous avons la section, nous avons les délégations permanentes départementales, délégations permanentes régionales. Nous avons maintenant le comité central. Mais en fait, le comité central a des démembrements déconcentrés à partir des délégations permanentes régionales et départementales. Et au niveau donc du Vouré, je travaille auprès de la délégation permanente départementale. Du comité central. Du comité central. Ah, on va dire une belle évolution, j'imagine. Mais en réalité, ici, c'est la qualité de communicant du parti. D'accord, donc après ce poste de chargé de mission, il est possible que vous soyez coopté pour entrer au comité central? Là, je sais qu'il y a des membres nommés par le chef de l'État, mais il y a d'autres qui peuvent... On peut être élu, tout comme on peut aussi être désigné. Oui. Donc, il y a 350 et il y a une partie qui est désignée, une partie qui est élue directement. Donc 200 peuvent être élus directement. Je veux dire, ce sera quoi la suite après 22 ans? Ce sera quoi, chargé de mission aujourd'hui? Normalement, quel est le poste qui vous sied après? Non, je pense que le moment venu... c'est pas clair. Non, c'est pas que c'est pas clair. Vous savez que les ambitions sont d'abord personnelles et on peut très bien jouer un rôle en fonction de ceci ou de cela. Ça peut être dans le sens, nous avons les postes d'animation. Les postes d'animation, c'est ça, c'est-à-dire depuis les bureaux des cellules jusqu'à la section. Nous avons donc les postes de coordination à travers les chargés de mission, les membres des délégations permanentes et les chefs des délégations permanentes. Et nous avons également les fonctions au niveau du secrétariat général du comité central. Donc, où vous connaissez donc les secrétaires de la communication, secrétaire de la propagande, secrétaire de la formation, secrétaire à l'éducation, secrétaire à la santé, et ainsi de suite. Donc en fait, la politique, ce n'est pas simplement comme... l'organisation des partis politiques, ce n'est pas simplement comme les classes scolaires. Genre, si vous êtes en 6e, vous êtes sûr que si vous travaillez bien, vous allez en 5e, ensuite en 4e, ensuite... ce n'est pas aussi clair. Non, à partir... Ou alors c'est particulièrement au RDPC que ce n'est pas aussi clair. Non, ce qui est intéressant, c'est faire ses classes. Faire ses classes, c'est-à-dire être capable d'avoir reconnu l'ensemble des différentes étapes et savoir comment est l'organisation du parti. Maintenant, un président de section, par exemple, du RDPC peut être membre du comité central. Rien ne n'empêche. Donc, en fait, vous êtes un membre d'animation? Non, là, ce sont les postes de la coordination. Bon, d'accord, je crois que... L'animation, je vous dis que c'est l'animation, c'est de la cellule à la section. D'accord. Et la coordination, c'est à partir de tout ce qui est comité central. Très bien. En tout cas, merci Monsieur Youd d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Patrick Obam. Il est conseiller municipal à Douala 5e, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour et merci. Bonjour aux techniciens au travers desquels cette émission est diffusée. Oui. Bonjour aux copanélistes. Bonjour aussi aux multiples militants du PCRN. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour, au nom des militants du PCRN, au nom des élus qui m'ont mandaté ce matin, de transmettre aux militants Papa Massardine tous nos encouragements et notre soutien. Vous savez qu'il a été victime il y a quelques jours d'une tentative d'assassinat. Pour l'instant, les enquêtes se poursuivent. Son fils a été blessé. Donc c'est le lieu de dire à Papa Massardine et son fils que la base militante du PCN ainsi que les élus du parti me chargent de vous transmettre leurs encouragements et leur soutien face à cette épreuve extrêmement douloureuse et difficile. Merci. À côté, on voit aussi Papa Kona qui est de plus en plus proche, on va le dire ainsi, des élites dirigeantes de ce pays. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le commentaire que ça vous inspire? C'est évident, ça traduit ce que nous disons depuis longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le résultat d'une stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour fragiliser, n'est-ce pas, les partis politiques. Ça a été dit dans le passé, aujourd'hui c'est confirmé. Ces multiples sorties aux côtés des militants du RDPC, ces multiples sorties au nom du PCN, alors qu'il est frappé d'un défaut de qualité, traduisent le fait qu'il n'a pas qualité. Et aujourd'hui, il donne raison à l'honorable Kamara Libye, il donne raison, n'est-ce pas, au PCN, puisqu'il n'en fait plus partie. Donc ce qu'il se passe en dehors du parti PCN, en dehors de notre parti, ne nous concerne plus. Donc il peut s'agiter comme il veut, il a à faire ce qu'il veut,
ce n'est pas dans le cadre réglementaire du parti. Et pour l'instant, nous sommes en justice. On espère que la justice dira le droit et force reviendra au droit. D'accord. Peut-être avant de présenter Maître Achille Lodjo, qui nous a également rejoint sur le plateau, un mot, parce que vous êtes un ancien militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous avez démissionné juste avant tous ces troubles au sein de cette formation politique. Je veux dire, de l'extérieur aujourd'hui, est-ce que vous aviez vu ça venir ? Bon, j'ai vu cette situation s'amonceler depuis le congrès de Ngaoundéré déjà. Le congrès de 2019 ? Oui, de Ngaoundéré. Non, pas 2019. Nous sommes en 2023. Le congrès de Ngaoundéré. Ah oui, le congrès de Ngaoundéré, extraordinaire de Ngaoundéré. Où j'étais l'un des membres du comité d'organisation. Donc, je vous disais que j'ai vu cette situation s'amonceler parce que... 2022, pardon. Je crois que c'était un truc ce genre. Décembre 2022. Merci. Décembre. Donc j'ai vu cette situation s'amonceler déjà parce que le Congrès a dû créer toute une commission qui était en charge de la gestion des fondateurs du parti, notamment Papa Kona et Papa Massadi, à qui le Congrès a promis une villa et un 4x4, un Prado. Vous voyez, donc, partant déjà de là, j'ai compris qu'il y avait déjà tout le monde a compris qu'il pouvait y avoir un mal profond parce que cette commission qui était chapeautée par le docteur Lombat était chargée sur un moyen terme à mettre à disposition ses promesses, à réaliser ses promesses, c'est-à-dire la villa et la Prado. Donc, de mon intérieur, compris qu'il y avait déjà peut-être ce genre de disputes derrière. Et puis, j'ai eu l'impression qu'en ce moment, c'était un peu une sorte de ponce pilatisme que le président faisait. Quand il a dit, OK, peut-être j'ai des dignitaires, si je peux dire, comme des patriarches du parti qui sont venus auprès de moi et qui se sont plaints, qui ont besoin d'un certain nombre de choses. Et peut-être au lieu que je les appelle à neuf et que je dis, OK, les différents besoins, vos différents problèmes que vous avez, je vais pouvoir gérer comme ça. Parce qu'il faut le dire, le parti aujourd'hui, avec plus de 230 élus, se réclame un certain revenu. Le parti ne manque pas de revenus, il y a 230 élus. Donc, ils pouvaient, sur la base peut-être de ce revenu, trouver comment sortir ces différents papas de l'indigence. Parce que c'est fort de leur indigence qu'ils ont cru à la vision de l'honorable Cabral Libye. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était... C'est fort de leur indigence qu'ils ont cru en la vision de l'honorable Cabral Libye. Ils étaient déjà dans l'indigence. Quand vous voyez les photos du congrès de 2019, c'est des papas qui sont à la retraite, qui n'ont pas de revenus, qui ne s'en sortent pas, et qui avaient grand espoir de ce que ce nouveau jeune qui prend le parti va changer considérablement les choses, et que ce changement va avoir forcément un impact dans leur propre quotidien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, quelques temps avant... On fait la politique aujourd'hui, on crée une formation politique pour, je ne veux pas dire pour s'enrichir personnellement, mais pour améliorer ses propres conditions de vie. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, le discours qui prévaut dans l'opinion publique renforce cette idée. Parce que je voudrais dire que l'honorable lui-même, dans un direct, a s'est prêté à ce jeu. Et je pense que ça, c'est des choses qui l'ont attrapé, de se dire dans un direct qu'aujourd'hui, il vit bien grâce à la politique, il est député, il mange à sa faim, il a pris un peu de poids. Je pense que Patrick se rappelle bien de ce direct. Ça, c'était bien avant le congrès. Voilà. Non, je veux dire, il y a un contexte, mais je veux dire que quand on est un homme politique, quel qu'en soit le contexte, on fait attention aux expressions et aux paroles qu'on utilise. Parce que ça peut vous rattraper très vite. Ça veut dire que les papas qui sont au village, forcément, d'autres personnes leur ont dit que, ben voilà, vous avez pris le patient à donner à quelqu'un qui s'embougeoie certainement à Yaoundé. Et quand il y a des plaintes de ce genre, moi, à sa place, je les aurais appelés en offre pour dire, écoutez, voilà comment je vais... Mais aujourd'hui, il n'y a que Papa Kona, je vais dire, il n'y a que Papa Kona qui se plaint. Papa Massardi ne se plaint pas, bien au contraire. Non, Papa Massardi ne peut pas se plaindre parce que son fils est le SG du parti. Et le trésorier, l'ancien trésorier. Non, je veux dire que le fils... Papa Massadi ne peut pas se plaindre parce que son fils est le SG du parti. Son toit, je vous rappelle. Non, en fait, j'ai donné... Elle m'a posé une question. Que pourquoi Papa Massadi ne se plaint pas? Et je donne la réponse que je connais. D'accord. Voilà, s'il a une autre réponse, il vous la donnera. Donc, je suis en train de dire que c'est une crise qui s'amoncelait. Donc, la création de cette commission qui était censée gérer le problème des villas et des prados de ses papas était déjà la preuve de ce que cette crise existait déjà. Et on a donc trouvé une commission, comment faire avec le régime du RDP, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on crée une commission d'enquête, on prendra des mesures et puis on enterre l'affaire.
Sauf qu'en face, le régime a compris qu'il y avait ce problème et a essayé donc de tirer sur cette corde pour qu'on en arrive à la situation où nous en sommes aujourd'hui. Parce que posez-vous la question, pourquoi Papa Kona, qui est parti de son village pour venir à Yaoundé dans une réunion de crise au sein du PCN pour trouver une solution, subitement disparaît, se retrouve dans des hôtels et dans des prados. Donc je veux dire que c'est un problème qui s'amoncelait depuis le Congrès. Oui. Et comme je vous ai dit, c'est parfois les réalités de la politique au Cameroun. C'est-à-dire qu'on joue avec l'indigence de certaines personnes, on crée des conditions pour que les gens soient indigents et pour que demain ils soient beaucoup plus manipulables. Mais malheureusement, il y a toujours des esprits encore faibles qui participent à ce genre de jeu, qui aujourd'hui deviennent des cailloux dans le soulier des personnes qui sont engagées en politique, peut-être avec la bonne foi. Bon. Merci. Merci. Oui, rapidement, je dois présenter Maître Lodjo. Il faut relater les faits tels qu'ils sont présentés. Oui. C'est très grave ce que vous dites, parce qu'en fait, quels sont les mobiles évoqués par M. Kona? Il faut s'en souvenir. Deuxième point, il faut se rappeler que depuis 2019, tenue du congrès extraordinaire qui a porté l'honorable Cabral Libi à la tête de ce parti, il n'y a pas eu de plainte. On a travaillé de 2019, 2020, 2021 ensemble, sans souci. En 2022, on convoque un congrès dans lequel les deux papas participent. Ils co-signent. Tu étais présent. Les documents, il n'y a aucune plainte. C'est l'honorable qui dit, ok. Voilà, grâce à ces messieurs, nous avons eu un parti politique. On se souvient que le MINAT, pour le citer, a tout fait pour que l'honorable n'ait pas de parti politique. Et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et il y a donc des propositions qui sont faites, parmi lesquelles 2 sont retenues. Et ensuite, on met une commission. D'où venait le problème en ce moment? Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le même Papa Kona, les archives sont là, les vidéos sont là, vos camarades d'STV l'ont relevé, il évoque ses relations avec les membres du gouvernement. Il évoque ses relations avec l'ancien, le président du Conseil économique, Ayan Luc, et ensuite le président de l'Assemblée nationale, qui sont ces dignitaires de l'extrême nord, et qui lui ont dit, va reprendre ton parti. Il le dit. Il cite le MINAT qui dit que viens à Yaoundé, je vais t'aider à reprendre ton parti. Alors ce que vous évoquez n'a pas de sens. Ce n'est pas honnête. Et je vais vous renvoyer l'ascenseur. Quand ce qui va vous arriver demain, ou ce qui va arriver à d'autres partis politiques, vous nous direz que c'est parce que non. Les idées sont que quand on a des compromis avec le gouvernement, avec le pouvoir en place, on est manipulé. C'est ce qui se passe. Mais ce qu'on a lui-même l'a dit, le MINAT l'a appelé. Il a appelé pour lui dire, viens reprendre ton parti. Ça n'a rien à voir avec le traitement qu'il avait. Deuxième point, pour chuter, Papa Massadine a avoué sur vos confrères de Vision 4 en disant, voilà mon téléphone, vérifiez les transferts qui sont faits par l'honorable Cabral Libi. Ils étaient aux soins. Pourquoi vous n'écoutez pas cette version des faits? Il a dit, voilà mon téléphone, on a des transferts constamment, et ils ont reçu, c'est pas poli de le dire sur le plateau, mais ils sont traités à la hauteur de leur mérite. Bon, c'est vrai que Papa Massadine, oui, mais Papa Kona, que nous avons eu dans un entretien ici, quand même. Il s'est compromis, aujourd'hui qu'il assume. Très bien. Voilà, la question est simple. S'ils avaient permettez, messieurs. Tu sais très bien que permettez, messieurs, que de ce travail devait être rendu au congrès de 2023. Merci Patrick. Permettez que je présente Maître Achille Lodjo du Social Democratic Front. Maître Achille Lodjo est également avocat. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour ma chère Lille, bonjour Coupanel, bonjour également l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes une fois de plus à tous mes camarades combattants SDF. Je suis un peu embêté, vraiment embêté que je vienne sur un plateau comme celui-ci, vraiment sérieux. Et que ce qu'on soit en train de débattre n'a rien avec la thématique qui m'a appelé ici. Il fallait qu'on décline déjà de prime abord nos différentes casquettes sous lesquelles nous avons été conviés à ce débat. Les fidèles de cette production sont assoiffés de savoir qu'on essaye de les expliquer pourquoi est-ce que l'inscription des Camerounais de la diaspora traîne, pourquoi est-ce que les intimidations du MINAT relativement aux appels aux inscriptions, voilà ce qu'on attend. Je suis très embêté que quelqu'un vienne sur un plateau, même si vous avez été ancien militant d'un parti, bref, ça c'est ma vision, et essayez de respecter ce parti. Parce que quand vous étiez là, je parle bien de mon cher et ami Fouedjo, oui. Vous étiez là hier, vous chantez les louanges de ce parti. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là, ce n'est pas l'occasion de
de venir sur un plateau comme celui-ci, dévoiler ce que vous avez eu parce que vous avez, je veux dire, eu connaissance parce que vous étiez membre d'une commission, je ne sais pas quoi que ce soit. Véritablement, je pense que ce soit vous, que ce soit moi, nous militons pour qu'est-ce que je veux dire, pour le changement dans ce pays. Nous avons 43 ans de règne sans partage d'un homme qui tient le pays de main de fer. Essayons de nous battre. Cette discussion ne nous avance pas. Que Cabral Libye ait fait des erreurs dans son direct, les erreurs pour lesquelles moi-même je suis conscient que c'était une maladresse de sa part, de faire croire aux gens que la politique était une source de revenus pour réguler ses besoins personnels. Moi, je pense que c'était une erreur, mais sincèrement, ça ne nous amène pas à nous discuter, parce que sur ce plateau, il y a deux opposants, peut-être la société civile et un parti au pouvoir. Maintenant, essayons de déblayer... Je dis trois opposants. Il est du MRC. Du MRC. Oui. Voilà, donc trois opposants. Trois opposants. Je ne pense pas que le MRC serait en train de tirer sur le PCRN, le PCRN serait en train de tirer sur le SDF, encore que nous avons des visions de coalition. Vraiment, il faut que nous devons savoir faire fi de certains sujets. Lorsque vous avez, j'ai très apprécié, et peut-être certaines personnes seraient agacées, j'ai très apprécié votre tête-à-tête avec M. Youth sur son profil et son parcours. Vous comprenez que ça, c'est l'exemple, M. Youth est l'exemple de la tricherie dans l'ascension politique au Cameroun. Effectivement, vous avez raison de dire le parti politique ou les formations politiques, c'est comme à l'école. Quand vous êtes en 6e, vous travaillez bien, 5e, 4e. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas quitter, on comprend seulement que vous êtes chargé de mission là-bas, comme ça, là, et on vous pose des questions, vous tournez. Monsieur Youth ne veut pas vous dire qu'il est militant de base et qui a été promu chargé de mission. C'est tout. Il est militant de base. Je prends mon exemple. J'ai 23 ans de militantisme. J'ai commencé à la cellule de Penground, c'est à Tchang. Ça, c'est la cellule. À Douala, je viens m'inscrire à la cellule de Nkoulmita. Toujours la cellule. Après, je passe président de Nkoulmita numéro 12, cellule. Après, je pars en classe supérieure qu'on appelle la circonscription électorale Douala 2e, où je suis conseiller juridique de Douala 2, la seule Douala 2e. Après avoir fait mes classes là-bas, je pars à la région comme conseiller juridique de la région. Et depuis le 27 octobre 2023, je suis conseiller juridique national. Donc ça part ce sont des postes électifs. Ce n'est pas des nominations. Lors du congrès qui élisait l'honorable président national Joshua aussi comme chairman, le même congrès m'a élu comme conseiller juridique national. Voilà la sanction d'un homme. Vous ne pouvez pas, vous posez la question, il vous amène à droite, il vous amène à gauche. Ça aurait permis aux trois opposants que nous sommes de saisir ça pour démontrer effectivement que chez le RDPC, c'est le BIC qui fait l'ascension et non le parcours sur le terrain. Merci de l'invitation. Très bien. Une question quand même en entrée, une question rapide. Vous savez que je ne peux m'empêcher. Alors, il y a cette procédure de légalisation du social-démocratique Face Front qui suit son cours au ministère de l'administration territoriale et au STF. Je précise que le parti sera présidé par Chewa David Daniel, qui était le challenger, le concurrent de Joshua aussi lors de votre dernier congrès. Au STF, comment est-ce que vous appréciez tout ce qui se passe? Ben voilà, je pense que nous attendons la réaction officielle du parti qui sera notamment, j'en suis sûr, contenu dans les résolutions du NEC qui a eu lieu hier, malheureusement pour des raisons de famille. Je n'ai pas fait le déplacement parce que je suis membre du directoire. Je n'ai pas fait le déplacement, mais ce que je peux dire, ça c'est à titre personnel. J'ai appris la nouvelle dans le groupe WhatsApp des conseillers juridiques nationaux du SDF. Social démocratique Face Front. Quand je lis, je me rends tout simplement compte qu'après avoir acté l'UPCisation du PCRN, aujourd'hui, l'UPCisation du SDF semble être dans l'agenda
du ministre de l'administration territoriale et des affidés du RDPC. Ça ne passera pas. Je vais m'expliquer. Le camarade Shewa, il a été au congrès avec nous. Il a battu campagne. C'est un jeune que j'ai apprécié, très fort apprécié, sa haine, sa fougue. Il a bousculé les lignes. Il faut se dire des vérités. À cause de lui, les opérations électorales se sont arrêtées autour de 24 heures. La commission électorale appelant tous les candidats pour un huis clos. Parce qu'il avait bloqué. Pourquoi? Il y avait 11 bureaux de vote. C'est-à-dire un bureau de vote par province, par région, autant pour moi, et un autre pour les membres du NEC, sortant bien sûr. Alors il a dit, avec ses sbires, parce qu'il ne marchait pas seul, avec les très gros bras, nous lui avons d'abord reproché ça. Ici on est entre camarades. Tu ne peux pas mettre la main dessus, je ne peux pas te mettre la main dessus. Nous pouvons être divergents sur la conception et l'analyse de certains textes du parti. Mais venir déjà avec les gros bras, ça démontre quelque chose qui n'est pas bien. Alors, il a stoppé en disant quoi? Nous devons voter région par région, c'est-à-dire on prend le littoral, on finit l'extrême nord, on finit la Damawa et ainsi de suite. On lui a fait, on lui a accordé cela, on a arrêté, on a enlevé les bulletins, parce que c'était le bulletin unique. Oui. On a enlevé, on a dit on reprend. On commence avec l'extrême nord. On commence avec la Damawa, la Damawa, Ngaoundéré, et ainsi de suite. On a fait toutes les régions et c'est justement pourquoi le scrutin s'est achevé autour de 7 heures. Le dépouillement entre 8 et 9 heures. Shewa a été déclaré perdant. Il est arrivé en deuxième position. Lui, il a pris le micro, je me souviens de cette image, il a pris le micro pour féliciter le chairman aussi et a soulevé la main du chairman. C'était, il y a les images, il y a les bandes. Je suis surpris qu'après cela, qu'il aille chercher à dupliquer le SDF. Non seulement, ce qui est sûr, il va fragiliser notre électorat qui est déjà fragile avec la guerre dans le Nozo. Il va fragiliser notre électorat parce que ce qui est sûr, Shewa c'est un pur SDF, c'est un pur socialiste, tout comme moi. Donc le parti qui crée, c'est un parti socialiste qui n'aura que des idées dupliquées du SDF. Et je me demande sur 360 ou de plus de 360 partis politiques que nous avons. Il veut par là dire qu'il n'a pas trouvé des sensibilités proches aux siennes qui lui permettent de peut-être adhérer à notre parti que d'aller chercher à dupliquer le SDF en ajoutant un deuxième F. Et le ministre qui s'empresse, je parle bien du ministre de l'administration territoriale, qui s'empresse d'informer le gouverneur. La lettre en réalité en français facile veut dire laissez M. Shewa mener ses activités politiques. J'ai d'ailleurs reçu le dossier de légalisation de son parti. Dans les jours à venir, je vais signer le document. C'est ce que ça veut dire en français facile. C'est terrible parce que nous constatons que notre ministre de l'Intérieur fait tout, non seulement pour saboter les campagnes d'inscription sur les listes électorales, mais également le ministre de l'administration territoriale au Cameroun fait tout, fait feu de tout bois pour essayer de casser la dynamique républicaine que peut mettre sur pied les partis politiques de l'opposition. Très bien. Mais en ce qui nous concerne, que l'on légalise le parti de M. Shewa ou pas, ça ne peut rien enlever au concept, au nouveau concept, à la nouvelle dynamique du SDF. SDF, il se back. Très bien. Please. Je veux faire une précision rapidement, parce que vous savez, on vient sur les plateaux de télé et les gens sortent votre parole d'un contexte et fait de vous la proie de leurs amis sur les réseaux sociaux. Il vient de dire quelque chose de très grave. Il dit que j'ai parlé d'un parti que j'ai quitté. Un peu comme dans l'optique de saboter le parti. Je précise ici sur ce plateau, les gens me sont témoins. J'ai répondu à une question que vous m'avez posée dans un contexte bien précis. Oui. Vous m'avez dit, quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes parti? Je vous ai évoqué un congrès où j'étais
et que monsieur... Si vous aviez, je vous ai demandé si vous avez... Et j'ai restitué le contexte exactement comme monsieur Ledjo restitue le contexte du congrès dans lequel monsieur Shewa a perdu et est parti. Et quand il a fini de le faire, je ne le juge pas, je ne le traite pas de faire de la mauvaise foi, bien que ce soit de la mauvaise foi qu'il ait fait. Merci. Mais je voulais aussi préciser tout ça, que c'est une fuite en avant, les téléspectateurs qui nous écoutent peuvent se demander qu'est-ce qu'ils doivent retenir de tout cette... Est-ce qu'ils doivent retenir que le MINAT semble être finalement au milieu de plusieurs, au milieu de la division de plusieurs partis politiques de l'opposition? Là, on a le PCRN, là, on a l'USDF, on a eu en son temps le CPP, on a eu l'UPC, on a eu... voilà. Non, mais ils doivent retenir tout simplement que c'est les promesses non tenues entre eux là-bas. Je veux dire au SDF également. Mais sûrement que vous ne savez pas, nous ne savons pas. Peut-être ce qu'on avait promis à M. Shewa. Non, je dis ce qu'on avait peut-être promis à M. Shewa. Parce que lorsqu'il avait sûrement adoubé le nouveau chairman, il y a eu sûrement, en politique, il y a toujours des petits accords. Il y a sûrement des promesses non tenues. Et maintenant, nous pouvons non pas les dénoncer de façon ouverte. Il peut déclencher une manœuvre politique pour qu'ils puissent se faire entendre. Si les uns et les autres reviennent à la raison, ils peuvent éteindre le feu. Si ils ne reviennent pas à la raison, il va poursuivre son action. Dans le cas du PCR, revenir à la raison aujourd'hui serait faire quoi? Non, je veux dire aujourd'hui, quand vous dites revenir à la raison dans le cas du PCR. On a promis une maison et une Prado. On a promis une maison et une Prado à un père. Il fallait lui donner cela. Ce pas des raisons valables. Ça, c'est ce qu'on appelle le Congo-Sat du quartier que M. Youth fait. Parce que dans aucune déclaration officielle de M. Papa Kona, il n'est jamais question d'une maison ou d'une voiture. Ça, c'est ce qu'on dit de façon officieuse. Mais nous sommes sur un plateau sérieux, monsieur Youth. Ce que vous dites, vous en êtes responsable, et civilement et pénalement. Donc, tenez les propos de telle sorte que si on vous demande, vous pouvez apporter un fondement à cela. Soyons sérieux. Et pour mon cher ami Fodjo, je lui ai dit tout simplement que le journalisme est quelque chose de très dangereux. On peut vous amener à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Elle vous a posé la question. Vous pouvez dire que vous avez démissionné pour des convenances personnelles. Et on quitte pourquoi? Parce que le MSC, tout comme le PCRN, sont des partis politiques, n'est-ce pas, qui aspirent à une coalition, se mettre à... Lui, monsieur Youth, boit du petit lait. Quand il nous voit ce charmeur, il boit du petit lait. Bon, je ne veux pas vous embêter tous les trois. Je ne veux pas vous embêter tous les trois, mais il faut quand même que je précise que nous avons une interview de Robert Kona qui est encore disponible sur les pages YouTube et Facebook de Spectrum Télévision, où effectivement il parle des questions financières, il parle de ses promesses non tenues. Et il dit aussi dans votre interview que... Il parle de Prado. Il parle pas de Prado, il parle de questions pécuniaires. Question pécuniaire, c'est autre chose, mais que l'on ne veut pas vous dire qu'on lui a promis la villa, qu'on lui a promis la voiture. Oui, allez-y, terminez. Oui. J'étais en train de dire, ça a été évoqué même ici par M. Patrick Obama. Vous terminez, oui. Ça ne vient même pas de nous, même par M. Patrick Obama. Il a dit qu'au cours de leur propre congrès, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on va proposer. Et ils ont décidé que nous allons offrir ceci, cela. Promesse non tenue. Mais pourquoi on est en train de se gêner? Promesse non tenue. La mauvaise foi. Pourquoi c'est difficile de comprendre? Il a bien dit qu'il y avait une commission chargée d'étudier le cas des membres fondateurs. Cette commission avait fait une proposition et quelque chose a été arrêté. Promesse non tenue 5 ans plus tard. Merci, messieurs. Vous n'allez pas arriver à opposer le MSC au PCRN, au PCRN, au SDF, ainsi de suite. Merci, messieurs, merci. Je voulais donner notre précision. Au congrès des tribus qui a été précision sur précision, nous voulons. Oui, c'est important, parce qu'il faudrait que vous, les uns et les autres, pour SDF. Lorsque vous voulez créer un parti politique, vous faites votre déclaration, votre demande. Le MINAT, en réalité, a 90 jours pour pouvoir vous répondre. Passer ce délai, c'est comme si c'est acté. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque vous faites votre demande, le MINAT puisse acter d'abord que nous avons
reçu votre demande, ça voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, on déclenche le process du délai. Donc, cela ne voudrait pas dire que Maître Ledjo lui lit déjà. Non, je veux dire, vous semblez très au fait de ce que fait le MINAT, de ce qu'il dit, de ce que dit la loi. Et qu'est-ce qu'il en est de la légalisation du parti Les Citoyens C'est ce que je voulais en venir. Qui a fait 4 ans. Il n'a jamais reçu le dossier du parti de Cabral. Messieurs, permettez-lui de répondre. Je pense que le promoteur, Maître Ledjo, est-ce que nous sommes belges au LDP? Allez-y. J'avais l'impression que nous manquons des mots. Allez-y, monsieur Youssef. Oui. Le promoteur du mouvement des citoyens, lui-même, disait à l'époque que c'est même pas un parti politique. Il disait que c'était un mouvement, c'était une association. 11 millions, ça c'était 11 millions. Mais, 11 millions. Oui. Je pense pas que c'était les citoyens. Ensuite, lui-même, il a abandonné. Non. Ah bon? Il est allé ailleurs. Et le problème qui se pose, c'est que, comme il n'est pas stable, comme il n'est pas stable, puisqu'il présente déjà une instabilité. Il était à l'univers, ça a capoté. N'a pas atteint les objectifs de 11 millions de citoyens. Politique, mais pas instabilité. Mais je dis qu'il n'est pas stable. Politiquement, oui, je parle de la politique. Monsieur Patrick Obama, le débat voudrait que vous écoutez, même si... Non, vous êtes dans la alors donc, de 11 millions de citoyens, ça n'a pas marché. Ensuite, Univers, ça n'a pas marché. PCRN, voilà, promesse non tenue. Je pense que bientôt, il a... Je vais vous aider. Merci, messieurs. Politiquement, c'est un mauvais signal. L'instabilité politique, est-ce que l'instabilité politique, c'est un argument légal pour ne pas délivrer il montre qu'il ne peut pas tenir ses promesses. Il montre que ce qu'il prend comme engagement auprès de ses camarades, il ne peut pas tenir. Merci, messieurs. C'est ce que nous observons. Inscription sur les listes électorales. Le ministre de l'administration territoriale exprime sa désapprobation face aux efforts de certains hommes politiques visant à mobiliser massivement les populations pour qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales. Paul Atangandi rappelle que ces opérations relèvent exclusivement de la compétence d'Elecam et que s'inscrire sur une liste électorale n'est pas obligatoire. Maître Achille Ledjo, comment est-ce que vous analysez cette sortie du MINAT? Cette sortie du MINAT, une fois de plus, je dis, c'est de l'intimidation, c'est de la manipulation pure et simple, et c'est ce qu'il sait bien faire. Avec tout le respect que j'ai pour lui en tant qu'institution, je voudrais simplement dire à Monsieur le ministre de l'administration territoriale de respecter le travail des partis politiques relativement aux inscriptions sur les listes électorales. Si je suis d'accord que l'inscription sur les listes électorales est une action républicaine qui n'a pas besoin d'un matraquage, je voudrais également lui faire savoir que Elecam a besoin des acteurs du landerneau politique, notamment les formations politiques, pour l'accompagner dans le travail qu'il a à faire. Si vous laissez Elecam dans ses antennes, dans ses démembrements, ou alors dans les locaux des antennes communales, vous allez vous rendre compte que Elecam ne pourra pas faire le travail. Et il m'est arrivé souvent de constater qu'il est des responsables départementaux qui assignent des objectifs à atteindre aux antennes communales en termes de nombre d'inscrits. Alors, si Elecam reste seulement dans ses bureaux, ça ne va pas. Le fichier électoral ne pourra pas avoir quelque chose de consistant. Pourquoi? Parce que même le président de la République qui est élu a besoin de la légitimité populaire. C'est d'ailleurs le seul. C'est le seul qui est élu par l'ensemble des Camerounais. Si nous sommes 20 millions, la logique, le bon sens, la justice aurait voulu que la grande majorité puisse le voter. Donc, atteindre 10 millions, 11 à 12 millions d'inscrits sur les listes électorales et que effectivement on atteint 10 millions, 9 millions qui se déplacent pour aller s'inscrire, vous allez vous rendre compte que celui qui sera déclaré vainqueur, c'est celui-là qui aura vraiment la légitimité populaire. Donc, les partis politiques, en adéquation ou alors en collaboration avec les responsables locaux d'Elecam, dressent
un programme de descente d'inscription dans les quartiers. C'est Elecam qui inscrit, ce n'est pas les partis politiques qui inscrivent. Ce que les partis politiques font, c'est une fois Elecam installé peut-être au bas de cet immeuble pour inscrire, les partis politiques vont aller avec leurs instruments sonores, les mégaphones et tout le reste, dans les artères du quartier, les carrefours, dire tout simplement, appeler tous les jeunes compatriotes en âge de voter 20 ans, de savoir qu'effectivement, aujourd'hui, elle est quand même dans votre quartier et est à tel endroit. Allez vous inscrire pour ceux qui voudraient bien voter. Pour ceux qui voudraient bien voter. Vous pouvez avoir 20 ans, vous dites que vous ne votez pas. Donc, ce n'est pas comme si on entre dans les domiciles des gens pour les arrêter manu militare d'aller s'inscrire. Ce n'est pas ça. Non. Nous disons tout simplement, effectivement, sortez, allez vous inscrire. Il y a ceux qui vous disent, ils vont encore revenir quand nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Nous leur disons tout simplement, allez à l'antenne Elecam et nous leur donnons la localisation exacte. Parce que si vous ne pouvez pas vous inscrire lorsque Elecam descend sur le terrain, vous pouvez aller à l'antenne Elecam. Une précision pour finir. Tout récemment, Elecam Douala 2e était au marché Nkoulouloun pour être inscrit. Et j'ai observé une affluence. Ça m'a plu. Sauf qu'il faut faire des précisions. Les commerçants du marché central, du marché Nkouloulou, bref, des marchés, quittent de leur quartier pour venir là-bas ouvrir leur boutique. Lorsque Elecam vient, par exemple, au marché Nkouloulou, que les commerçants qui quittent Ndokpassi pour venir ouvrir leur boutique au marché Nkouloulou ne s'inscrivent pas. Inscrivez-vous dans votre quartier. Attendez Elecam dans votre quartier ou allez à l'antenne Elecam communale vous inscrire. Pourquoi? Parce que le commerçant qui en dort pas si, par exemple, qui a sa boutique au marché central et qui s'inscrit là-bas, sachez que vous devez voter dans la commune de Douala 2e. Et le jour des élections, il n'y a pas d'activité comme le transport. Il serait difficile pour vous, malgré votre bonne volonté, de quitter votre domicile, Ndokpassi, et venir à Douala 2e voter. C'est la précision que je voulais faire. Très bien. Donc, là-dessus, soyons vigilants parce que 2025, le RDPC doit absolument rentrer dans l'opposition. Jean-Claude Yoma, qui s'adresse principalement et particulièrement pour la Tangandji dans cette sortie? Il s'adresse à tous les acteurs politiques, de tous bords. Même aux membres du RDPC? Oui, bien sûr. Il est le garant du respect de la légalité. Et c'est même pas en réalité difficile parce que l'ensemble des partis politiques désignent leurs représentants au niveau des commissions communales et des commissions mixtes départementales qui possèdent aux inscriptions. Donc en réalité, le code électoral prévoit que chaque parti politique doit désigner son représentant. Et dans le cadre donc de ces opérations d'enrôlement sur la liste, les représentants désignés de chaque parti politique sont connus. D'où vient-il que vous avez besoin, dans le cadre d'une commission communale, vous avez besoin de dire que vous avez peut-être 20 ou 30 représentants? Parce qu'en réalité, c'est ça dont il est question. Et c'est ça qui crée cette anarchie. Et c'est ça qui crée ce désordre. Qu'on dise qu'on voudrait accompagner peut-être Elecam dans le cadre de son dispositif logistique de présence, et même la communication même institutionnelle relève de la compétence de l'Elecam sous le contrôle des commissions communales et commissions mixtes. Donc, le ministre de l'administration territoriale est bel et bien dans son droit. Et ce désordre-là a suffisamment perduré au point où on a l'impression que les uns et les autres harcèlent même les concitoyens.
harcèle les concitoyens en faisant quoi exactement le harcèlement? Non, parce que j'ai même suivi, j'étais sur un plateau où j'ai suivi même un journaliste dit que pour pouvoir prendre part sur une émission, vous devriez obligatoirement présenter le nombre de concitoyens que vous avez inscrits sur la liste électorale. C'est-à-dire c'était incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau les uns les autres sont en train d'outrepasser. Parce qu'en réalité, le droit de vote et le devoir de vote, c'est deux choses bien différentes. Je ne sais pas si vous voyez. On a droit de pouvoir voter parce qu'on est en âge de voter. Et je pense même que le communiqué du directeur général d'Élections Cameroun est assez clair sur ce plan, précisant l'ensemble des critères au sens du code électoral, article 45 et ainsi de suite, qui doit s'inscrire et comment on doit le faire. Alors, à partir de ce moment-là, on doit laisser Élections Cameroun pouvoir procéder à cette opération. Maintenant, nous disons que si les acteurs politiques ont l'impression qu'il y a des inscrits, des nouveaux inscrits, mais leur nom ne figure pas sur les listes, à partir de ce moment, on est d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Et le ministre de l'administration territoriale a pris son temps. Il a d'abord laissé, parce que peut-être il s'est dit les uns les autres vont revenir à la raison. Ils doivent respecter, parce que certains ont même commencé cette opération sans avoir même désigné de façon même légale et normale leurs différents représentants sur le plan communal des inscrits. C'est après qu'ils ont commencé à se rendre compte que, ah ben tiens, on doit d'abord commencer par désigner nos représentants. Il y en avait qui n'avaient même pas encore les 360 représentants sur le plan des commissions communales. Vous voyez, ça crée du désordre. Très bien. Donc, le ministre de l'administration territoriale a raison de pouvoir recadrer et ramener les uns les autres à la raison, de dire que les opérations et autre chose, je suis encore quelque chose d'incroyable. On dit la légitimité. Je vous pose la question, si vous demandez à Maître Lejo, là maintenant, quel est le potentiel électoral des plus de 20 ans? Il ne connaît même pas. Vous allez remarquer que nous avons un taux d'abstention des inscrits déjà de près de 50%. Il ne se pose pas de questions là-bas sur ce plan-là. Parce qu'en réalité, les acteurs politiques n'ont pas tous fait leur travail. Parce qu'il y a des concitoyens qui se sont désintéressés à la donne politique. Pourquoi ils ne sont pas en train de se poser la question véritable? Les acteurs politiques, le RDPC compris. Mais nous disons que le RDPC continue à mobiliser, il continue à jouer son rôle. La preuve en est que nous remportons régulièrement toutes les élections. Vous parlez du taux d'abstention, là. Oui, le taux d'abstention peut être un fourre-tout dans le taux d'abstention. Nous avons également des voix RDPC dans ce taux d'abstention. Donc nous nous posons des questions pour dire pourquoi ce taux d'abstention est élevé. Alors, est-ce que les acteurs politiques ont fait le nécessaire pour intéresser les concitoyens à la donne politique? Est-ce que leur projet de société suscite véritablement de l'engouement? Parce que, quoi qu'on dise, le nombre de nouveaux inscrits qu'on va enregistrer ne peut pas atteindre le nombre déjà des inscrits qui sont en train de s'abstenir depuis plus d'une dizaine d'années. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, Patrick Obama, est-ce que vous direz que ce recadrage était nécessaire, ce recadrage de Paulette Ngandi? Non, non. Permettez-moi, déjà, votre émission est une émission de l'âge écoute. Ceux qui nous suivent à la maison prennent des cours. Il faut qu'on leur rappelle que le cadre réglementaire qui régit la gestion des inscriptions et des élections, c'est effectivement ce code électoral que tout Camerounais peut avoir. Et quand il y a des dissensions, quand il y a des soucis de compréhension, on se réfère à ce code. Et je vais convoquer ici quelques articles pour rappeler que M. Ngandi n'est pas dans son droit. Très bien. Il a violé les dispositions du code électoral. Premier point, lisons d'abord, et c'est aussi à l'attention de monsieur, du directeur d'Elecam. D'accord. Article 5. Les membres d'Élections de Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur interdit en particulier, pendant la durée de leur mandat, d'user de leur statut pour des motifs autres que ceux relatifs à... Et lisons l'alinéa 2.
les membres d'Élections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. C'est ce que la loi dit. Et nul n'est au-dessus de la loi. Donc le MINAT n'a pas d'instruction à donner à ELECAM, puisque ELECAM est un organe indépendant. Oui. Alors, retrouver les deux entités dans une réunion où le MINAT pond un communiqué en disant que j'ai discuté avec telle personne et telle personne, où le MINAT constate qu'on harcèle. Il est le procureur, il a reçu des plaintes. Depuis 2017, nous inscrivons, pour le cas de l'univers à l'époque, et pour maintenant PCN. L'honorable Kabar Libi a créé en 2018 une délégation générale des inscriptions. En 2018. Et en 2021, il va créer la délégation électorale permanente qui mène les inscriptions sur le terrain. On n'a reçu aucune plainte des populations. Aucune plainte. Et bien au contraire, je vais peut-être enchérir sur les propos de Maître Lejeu. Elle est quand même inscrite en moyenne 7 à 10 personnes par jour dans les antennes. Allez faire des vérifications dans les antennes. Donc s'il faut laisser ELECAM seul, les objectifs assignés à ELECAM par antenne et par région ne seront pas atteints. Et quand je le dis, m'écoute, je dis en moyenne, dans les grandes villes comme Douala, c'est au moins 7 à 10 personnes par jour. Voilà pourquoi ils doivent descendre sur le terrain pour, n'est-ce pas, sensibiliser les populations. Et comme ils n'ont pas de moyens logistiques, et comme ils n'ont pas de moyens financiers, et le directeur de l'ELECAM l'a reconnu récemment dans son discours, dans sa colonne de sa conférence de presse, l'ELECAM n'avait pas de moyens. Donc c'est grâce au concours des partis politiques et la société civile qu'on réussit à atteindre ces chiffres-là. Quand j'ai convoqué cet élément, je vais convoquer un autre point assez important. L'article 7 du Code électoral prescrit Élections Cameroun est chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire. Ce n'est pas le MINAT qui donne des instructions. Qu'on s'inscrive samedi ou dimanche, cela ne relève pas de la compétence du MINAT. Non. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, après l'entretien avec le DG de l'ECAM, qu'il dise lors de sa conférence de presse que bon, écoutez, les samedis et dimanches, bon voilà, il faut respecter que le fait que nous sommes dimanche et que Dieu et respecter Dieu, il faut aller. C'est maintenant qu'il constate que Jésus c'est le dimanche. Nous inscrivons l'ECAM tous les jours, les week-ends et les samedis et les dimanches. Pourquoi? Parce que les populations en demandent. Elles en demandent. Et comme elles en demandent, nous jugeons que nous devons rapprocher Élections Cameroun des populations, là où elles vivent. C'est la moindre des choses. Et donc, les résultats qui sont imputés à l'ECAM, en l'occurrence ceux de 2023, 367 000, ceux de 2022, 387 000, dans les 3 quarts, relèvent de la contribution des partis politiques. Je le dis parce qu'au PCN, par exemple, en 2023, on a une contribution de 87 000 inscrits. Nous recevons des rapports quotidiens, des travaux sur le terrain, nos camarades qui partent inscrits et nous disent okay, on a fait 50 aujourd'hui, on a fait 100, on a fait 150 et ainsi de suite, en fonction des zones. On fait la comptabilité, on peut dire notre contribution est à hauteur de... On n'a reçu aucune plainte. Donc prendre pour motif que les populations sont harcelées, sont agressées, c'est de la provocation. Très bien. Et je peux comprendre, et ça a été prévu. Quand on a levé la question, on va réunir sur la diaspora, on a compris effectivement que le MINAT devait réagir. Je vais peut-être expliquer pourquoi sa réaction était normale. En réalité, c'était que les partis politiques ont poussé un pion, et après ce pion poussé, il a réagi en interdisant, en indexant les partis politiques. Élections Cameroun doit faire une sortie publique, Madame Lila, le directeur de l'Élection Cameroun, au regard de la loi, en démontrant aux Camerounais, ou en indiquant aux Camerounais que, écoutez, il reste un organe indépendant. Jusqu'à preuve le contraire, la loi a été violée. Très bien. Je voulais donner une précision en 30 secondes, parce qu'on peut perdre le fil des idées. Le MINAT n'a pas donné des injonctions ou bien des instructions à l'Élection Cameroun, non. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le MINAT a attiré l'attention des acteurs politiques par rapport à cette dérive qui peuvent bel et bien être dans le cadre du déséquilibre et du trouble à l'ordre public. Et n'oubliez pas également que le MINAT est dans son rôle dans le cadre du maintien de l'ordre public. Donc, son intervention relève de cela. Lorsque vous allez, vous harcelez les populations et tout, ces populations-là, est-ce que vous avez besoin, lorsqu'on vous dit que les informations concordantes dont on dispose, vous n'êtes pas quand même à son niveau de renseignement.
s'il dispose des informations concordantes, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si il se... Ces plaintes hier, pourquoi elles ne sont pas rendues publiques? Non, ce n'est pas question de plainte. S'il y a, par exemple, trouble à l'ordre public, on posera la question au MINAC, pourquoi n'avoir-t-il pas anticipé? Parce qu'en réalité, il a tout un levier de renseignement à sa disposition. Alors, s'il vous dit qu'il voit déjà la tendance et que ça va apporter des dérives, il attire l'attention des acteurs politiques. Et c'est bel et bien de son rôle. Et le MINAT est bel et bien la tutelle des élections Cameroun et des partis politiques. Attention, corrigez ça vite, monsieur Youb. Le MINAT n'est pas la tutelle des élections du Cameroun. Faites attention. Voilà la loi. Vraiment, il fait des déclarations très graves. Et c'est pour ça que j'ai vous le DG de l'Écam doit faire une publication. Qu'est-ce que vous entendez? Il n'est pas la tutelle, monsieur. Il fut un temps où le MINAT a géré les élections dans ce pays. Qu'est-ce que vous entendez par tutelle? Il fut un temps où le MINAT a géré les élections dans ce pays. Qu'est-ce qu'on entend par tutelle? Par exemple, on vous dit que le MINAT est la tutelle, par exemple, des partis politiques. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est le patron des partis politiques? Non, mais lorsque vous avez besoin de légaliser un parti politique, vous saisissez quelle administration? Article 7, alinéa 2, Madame Léla. Élection de Cameroun est investie de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est ses missions. De tous les pouvoirs nécessaires au sens de la loi. Merci Patrick. Amine Feu-Dieu, est-ce qu'elle revêt une quelconque pertinence, cette sortie du ministre Paul Atangandi? Un pays n'a pas besoin de messie, mais d'une masse critique des citoyens éclairés. C'est tout. C'est Sonko qui a dit. Il a dit au Sénégal. Aujourd'hui, la réaction du ministre témoigne de ce que ils ont les renseignements, comme monsieur le dit, que le peuple est maintenant constitué de citoyens éclairés et mobilisés. Parce qu'aujourd'hui, l'appel aux inscriptions a traversé le cadre des partis politiques. Il y a des artistes musiciens qui ont fait des appels, j'ai vu les Bendeka, il y a plein d'artistes dans ce genre. Il y a le clergé qui a fait l'appel aux inscriptions. Il y a même des journalistes. Je me rappelle qu'il y a un animateur radio qui a annoncé la journée nationale des inscriptions. Je pense que c'est le 26 mai. Vous permettez, monsieur Yout, permettez, je suis en train de dire que l'appel à l'inscription a traversé le cadre des partis politiques. Ça veut dire que j'ai déjà dit ce que vous essayez de préciser. Ouais. Alors, je suis en train de dire que cet appel a traversé le cadre des partis politiques et ça fait peur au régime. Pourquoi? Parce que les chiffres que Elekam annonce aujourd'hui sont des chiffres pipés, viciés. Je vais vous expliquer pourquoi. En 90, la population du Cameroun était moins de 8 millions d'habitants. Le nombre d'inscrits était à peu près 4 500 000 Camerounais en 90. Et M. Paul Biya a arraché la victoire, si je peux dire, a détourné sa victoire sur la base de ce chiffre. Et partant de là, ils savent que le sommier électoral qui est en faveur de leur élection ou de leur tricherie ne dépasse pas 2 millions d'électeurs. Ça ne dépasse pas 2 millions d'électeurs. J'ai dit depuis 90. La preuve, prenez tous les résultats des élections présidentielles après 90 jusqu'en 2018. Vous verrez que M. Paul Biya n'a jamais gagné les élections présidentielles comme avec 3 millions de suffrages exprimés. J'ai dit jamais. Alors, quand on est venu à ONEL 1, ONEL 2, ainsi de suite, on a donc décidé de mettre sur pied une stratégie de destruction de l'esprit électif des Camerounais. On a dit, OK, on va faire un gonflement fictif du nombre d'inscrits. On vous dit, OK, il y a 7 millions de Camerounais qui sont inscrits. Et lors des élections, on vous dit qu'il y a 7 millions de Camerounais qui sont inscrits, mais 3 millions de Camerounais sont allés voter, 2 millions de Camerounais ont fait gagner le président national. Et eux-mêmes encore vont dans les plateaux pour vous dire, dites aux opposants d'aller demander aux gens qui sont inscrits pourquoi ils ne vont pas voter. C'est une façon de déconstruire l'opinion publique de ce que le vote ne sert à rien. Le même président du RDPC a dit l'école aux écoliers, le football aux footballeurs, la politique aux politiciens. Ça, c'est toujours des manœuvres de déconstruction qui aujourd'hui ont fait en sorte que le peuple est resté dans une certaine litanie. Les gens ne vont pas voter, les gens ne vont pas s'inscrire. C'est maintenant que les gens s'inscrivent. Parce que le fichier électoral que Elekam prétend avoir 6 millions d'électeurs, c'est un faux fichier. Je mets à défi Elekam de publier la liste des 6 millions d'inscrits. Puisque, je répète,
je mets au défi ELECAM de rendre public la liste des 6 millions d'inscrits bureau de vote par bureau de vote. Vous ne pouvez pas dire que c'est ce qui est fait. Permettez-moi, Monsieur Youd, c'est mon temps de parole. Permettez-moi. Jean-Claude. Je me rappelle, Monsieur Nzongang, en 2011, quand il va voter dans son bureau de vote, il ne trouve pas son nom. En 2018, au Kalaïbodé, il va voter dans le bureau de vote où il est inscrit. Il ne trouve pas son nom. Vous venez vous asseoir dans un plateau, c'est affiché. C'est affiché où? Le jour des élections, on vous sort une liste, vous arrivez dans votre bureau de vote, vous voyez 200 noms. Vous avez vu votre nom. Les autres noms que vous voyez à gauche, à droite là, qu'est-ce qui vous fait croire que ce ne sont pas des noms fictifs? Je dis avant les élections, quand on finit de faire la consolidation là, 31 août, donnez 1 mois, 2 mois, que ELECAM publie les noms et que chacun aille véritablement confirmer que voilà, je suis inscrit dans tel bureau, je suis inscrit dans tel bureau. Permettez, monsieur Youd, vous êtes les champions du monde. Vous êtes les champions du monde. Vous êtes les champions du monde. Vous êtes les champions du monde de vous êtes les champions du monde. Vous êtes en train d'évoquer le code électoral et vous ne voulez pas l'évoquer. Monsieur Youd, pourquoi vous parlez dans mon temps de parole? Pourquoi vous ne dites pas aux téléspectateurs à quel moment? Monsieur Youd, vous parlez dans mon temps de parole. Je sais que la vérité vous blesse, mais souffrez. La vérité vous blesse, mais souffrez. Mais quand vous dites des choses qui n'ont pas de sens, on souffre de vous écouter. Ben. Donc je suis en train de dire que si ELECAM est si sérieuse que ça, qu'on nous publie les listes électorales de 6 millions, qu'on la rende publique, qu'on la rende disponible, qu'on puisse me dire dans le site web de ELECAM, la liste est disponible, que je m'en vais, que je me rende compte que j'ai été inscrit à Yaoundé, le jour où j'ai transféré mon inscription de Yaoundé Poutchang, je dis qu'on rende officiel. Mais c'est rendu officiel, non. On affiche. Vous dites on affiche. On affiche des listes fallacieuses. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous dites que, ok, vous dites qu'il y a 6 millions, vous dites qu'il y a 7 millions de Camerounais qui sont inscrits et que 4 millions seulement de Camerounais sont allés voter. Vous n'avez pas honte? J'ai vu votre camarade, l'honorable Maud, sur un plateau se vanter qu'ils ont gagné des élections en 2018 en Allemagne, avec un collège électoral constitué de 90 Camerounais, dans un pays où il y a une communauté de 12 000 Camerounais. Vous avez le courage de vous asseoir quelque part et de trouver que votre pouvoir est légitime. Camerounais, au sens du code électoral, à pouvoir s'inscrire. Je vous rappelle. Donc, dans 12 000 Camerounais, il y a que 90 Camerounais qui sont en mesure de s'inscrire. Je vous rappelle. Monsieur Youd, répondez oui ou non. Vous voulez parler dans mon temps de parole. Dans 12 000 Camerounais en Allemagne, il n'y a que 90 Camerounais qui sont en mesure de s'inscrire. Vous connaissez l'ensemble des Camerounais inscrits sur le plan de la diaspora? Et combien ont eu à s'exprimer? Dites-nous, on vous écoute. C'était 18 000. Mais dites-nous comment vous dites. Ces chiffres sont connus. Ok, vous avez gagné avec 18 000. Et maintenant, lorsqu'on demande les conditions claires, c'est-à-dire la carte consulaire, le passeport et la carte de résident. C'est dans la loi. C'est dans cette loi-ci. Et vous voulez. C'est la carte de résident. La carte de résident. C'est dans la loi, mais la carte de résident. Monsieur Youd, répondez à la question. Vous êtes dans mon temps de parole. Vous avez arraché la parole, monsieur Youd. Je vous donne la parole, mais répondez aux questions. Dans le lieu où vous sollicitez vos non, je veux dire, on parlait du code. On parlait du code électoral. On parlait du code électoral. Monsieur Youd, nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est dans la loi. Non, la carte de résident. Est-ce que la carte de résident, est-ce que c'est compris dans la loi? Après l'abrogation de la loi de 2011 sur les conditions d'inscription ou alors le droit de vote des Camerounais de la diaspora, il n'y a que 4 articles du code électoral qui régissent le droit de vote des Camerounais établis ou résidents à l'étranger. L'article 271, l'article 272, l'article 273 et l'article 274 du Code électoral. Le 271 fixe l'assiette, c'est-à-dire que la diaspora ne vote que lorsqu'il s'agit du président de la République et des consultations référendaires. Municipales et législatives, on ne lèvera pas. 272 fixe les conditions légales pour voter. Et le 74 vous dit également que s'il y a des règles spécifiques, c'est par voie réglementaire. Et lorsque vous prenez le décret de 2011 portant application de la loi 2011, vous rendez également compte que l'article 6
parle, écoutez-moi, du passeport et de la carte consulaire. Et la carte de résident n'est nullement évoquée. La carte de résident, c'est une création ex nihilo. Un abus de pouvoir de la part de l'ECAM, lequel abus est constaté par un communiqué et même pas une décision. Parce que même s'il fallait attaquer ça, on n'attaque pas un communiqué comme vous pensez. Je dis, lisez, vous n'allez rien voir. Très bien. Mon temps de parole. Très bien, très bien. Mon temps de parole. Très bien, très bien. Mon temps de parole. Il fallait... Mon temps de parole. Mon temps de parole, monsieur Yout. Monsieur Yout, mon Non, temps c'est de son temps de parole. Monsieur Yout, mon temps de parole. Messieurs, on ne s'entend plus. Amine, faut que je termine. Le temps que je finisse, monsieur Yout va prendre le temps de lire, parce que je crois qu'il est arrivé avec des carences de compréhension de lecture. Prenez le temps de lire, on va vous redonner la parole. J'étais en train de dire que le sommier électoral du RDPC, vous terminez, oui, qu'ils ont dans leurs différentes poches et dans leurs différentes chambres, voudrait qu'ils ont 2 millions, si vous voulez, moins de 3 millions de personnes qui leur permettent de gagner les élections présidentielles. Et ces 3 millions de personnes qui sont connues, c'est-à-dire que M. Hitler là-ci, il peut vous dire que dans son entourage, il a peut-être 30 jeunes ou 40 personnes dont il a la responsabilité, la capacité de faire voter le RDPC. Et dans l'ensemble du sommier, c'est comme ça. Et ça fait moins de 3 millions de personnes. Aujourd'hui, le nombre d'inscrits au Cameroun ne dépasserait pas, n'atteindrait pas 6 millions. Ça, je vous le promets. Le chiffre exact, c'est à peu près dans les 5 millions. Mais je veux dire, comment vous le savez? Parce que ce n'est pas officiel ce que vous dites. Je fais une projection simple. Je fais des conjectures simples. Je reprends. Permettez, monsieur Yout. J'ai dit en 1992, le nombre d'habitants au Cameroun était inférieur à 8 millions. Il y en avait 4,5 millions d'inscrits. Vous l'avez dit. De 92 jusqu'en 2024, nous sommes passés à pratiquement 28 millions d'habitants. Vous comprenez bien qu'avec moi, vous regardez maintenant les différentes participations aux élections, que ce soit élections législatives et élections municipales. L'ensemble de personnes qui ont eu à voter n'ont jamais dépassé 5 millions. D'accord. Et je vous dis que c'est exactement ces 5 millions de personnes qui sont inscrites. Parce qu'une personne qui a pris le temps de s'inscrire est soit une personne qui va aller voter pour le RDPC ou alors été mobilisée par les autres acteurs politiques, c'est-à-dire que les partis politiques ou la société civile. C'est eux qui vont toujours voter. Merci. La différence là, qu'il y a avec les 7 millions et autres, c'est un gonflement fictif. Et maintenant, la peur a changé de camp. Pourquoi? Quand on voyait le ministre de l'administration territoriale sortir après une réunion, permettez de chuter. Après une réunion, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de cette réunion qu'il a des informations selon lesquelles le nombre d'inscrits actuellement est en train de permettre à l'opposition de battre aisément le chef de l'État en deux. Je précise sur le nombre de ce que le nombre d'inscrits est en train de passer le cap de 6 millions. Le nombre d'inscrits réels est en train de passer le cap de 6 millions. Amine Fodjo, je précise juste que est bien supérieur aux 3 millions. Ce sont vos projections personnelles. Il y a des chiffres officiels d'Elections Cameroun. Maître Achille Odio, justement, parlons de parlons du contexte de la sortie du MINAT qui intervient justement quelques jours après la publication par EDECAM des derniers chiffres. 148 000 nouveaux jeunes enrôlés en 4 mois seulement, ce qui semble pas mal. Est-ce qu'il faut faire le lien justement entre cette sortie et ces chiffres? Je veux dire, que craint finalement le ministre de l'administration territoriale aujourd'hui? C'est la question que tout acteur politique camerounais se poserait. Pourquoi la peur a changé de camp? Est-ce que ce n'est pas... Qu'est-ce qui est de mauvais à ce que les gens aillent s'inscrire? Qu'est-ce qui est mauvais à ce qu'on incite les Camerounais à aller s'inscrire? Je voudrais dire que moi, peut-être c'est une déformation professionnelle, je me réfère au texte qu'à toute, je veux dire, qu'à tout propos comme celui ou ceux de M. Yout. Il est le représentant du RDPC sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas le défenseur du MINAT. Ils ont l'habitude de le dire quand ça les arrange. Alors, le MINAT
je le précise, n'est pas dans son rôle. Quand vous regardez le contexte, le MINAS viole la loi électorale d'avril 2012, modifiée en décembre de la même année, et en même temps viole la constitution du Cameroun, ce qui est très grave. Écoutez ce qu'il dit. Le dimanche, il faut qu'on laisse les gens aller à l'église, il faut savoir que... Mais le préambule de la constitution, monsieur le ministre de l'administration territoriale, dit, et je cite, l'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. Ça, c'est le préambule de la Constitution qui fait partie intégrante de celle-ci. Vous ne pouvez pas, sous des motifs fallacieux et religieux, dire que non, il faut laisser. Vous qui représentez l'État, puisque la loi, toujours la même Constitution, dit que la souveraineté populaire appartient au peuple. Le peuple exerce la souveraineté populaire par l'intermédiaire du président de la République et les membres du gouvernement. Donc vous, en tant que membre du gouvernement, vous exercez une portion de cette légitimité populaire. Vous ne pouvez pas venir, monsieur le ministre, dire en Mondovision que vous interdisez ou vous allez désormais interdire les inscriptions le dimanche, motivation prise de ce que les gens doivent aller respecter leur obédience religieuse. Vous êtes tenu au respect de la laïcité. Le pays, l'État du Cameroun est un État laïque. Ça, c'est la première des choses. Autre chose, monsieur Yout, le MINAS n'est pas la tutelle de Elekam. Elekam, c'est un organe indépendant qui est chargé de l'organisation du processus électoral. C'est justement pourquoi ces commissions, que ce soit au niveau communal, départemental, régional ou national, ce sont des commissions qui siègent de façon autonome. Lorsque M. Yout dit, et ça c'est méconnaître non seulement les textes mais aussi la pratique, lorsque M. Yout dit chaque parti politique doit envoyer ses représentants dans la commission, ce n'est pas faux. Mais sauf que les représentants des partis, tout comme les représentants du maire, du sous-préfet, au niveau communal bien sûr, sont là dans la commission d'inscription. C'est-à-dire que voici la machine. Ceux qui travaillent autour de la machine, c'est les membres de cette commission. C'est eux qui, après avoir fini, par exemple, d'inscrire, doivent signer. Maintenant, les partis politiques, tout comme le RDPC, parce que vous avez posé une question pertinente. À qui est-ce que le MINAS s'agresse particulièrement? Il a répondu à tous les acteurs politiques. Mais, et il est contradictoire parce que de l'autre côté, il dit que le RDPC également participe de ces inscriptions. Mais également, le RDPC qui a son représentant, déjà dans la commission, ne devrait plus envoyer les gens sensibilisés. Ceux qui partent sensibiliser, M. Yout, ne sont pas membres de la commission. Non, même pas le mot, ne doit même pas se rapprocher d'où le travail se fait. Et même quand on tire les procès-verbaux d'inscription de tel jour, les gens qui avaient les mégaphones ne sont pas concernés par cela. On aide tout simplement Elekam à atteindre ses objectifs. Et comme le disait Amine, c'est justement parce que actuellement les inscriptions qui se passent, ce sont les inscrits qu'on considère à tort ou à raison, mais beaucoup plus à raison, comme étant ceux qui constituent désormais la masse critique. C'est ceux qui désormais doivent faire partie Elekam. Lorsqu'on reviendra, si le temps nous permet, d'étudier les couacs ou les blocages d'Elekam relativement aux inscriptions des compatriotes de la diaspora, vous conviendrez avec moi à ce moment que ce qui se passe actuellement, en 2012, lorsque nous appentions les artères des rues de Douala 2e pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire, à peine on pouvait nous verser de l'eau. On n'en a pas besoin. Partez de là avec ça. Parce que quand nous votons, c'est les mêmes gens. Nous voulons voir nos enfants grandir. Sauf que ceux qui ont toujours l'habitude de dire nous voulons voir nos enfants grandir, ont vu que leurs enfants ont déjà aujourd'hui 43 ans. Donc ils ont grandi. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils dorment dans les mêmes maisons qu'eux. Il n'y a pas d'eau, pas de lumière. Regardez comment
Eneo nous torture. Pas d'eau, pas de lieu, pas de route. Par conséquent, après 43 ans, même l'enfant là doit désormais voter pour faire partie du régime. Merci, Monsieur Yout, je parlais des 148 000 nouveaux jeunes enrôlés en 4 mois seulement. Selon vous, quel a été l'apport des partis politiques et autres acteurs de la société civile dans ces chiffres, dans ce chiffre qu'on a? Rien de nouveau, puisque en réalité... Parce que pour la première fois depuis longtemps, Élections de Cameroun a également franchi la barre des 7 millions et simple, je crois, d'inscrits. Mais nous étions déjà, il y a pas même les chiffres au 31 janvier, où Élections de Cameroun avait publié plus de 7 531 000 inscrits. Donc 148 000 nouveaux jeunes enrôlés en 4 mois. En 4 mois, je ne vois pas le problème. Non, je veux dire à qui on attribue ce mérite-là. Aux campagnes de sensibilisation qui sont faites et que le ministre de l'administration territoriale décrit. L'ensemble des acteurs politiques. Et je vous rappelle que ceux qui imaginent que les nouveaux inscrits voudraient dire vote en faveur de l'opposition, ils se trompent amèrement. Mais que craint donc? Parce qu'en réalité, le RDPC continue lui également à inscrire. Que craint donc et l'ensemble de nos organes de base inscrivent les nouveaux. Quelle est dans la crainte du ministre de l'administration territoriale actuellement? Est-ce que le ministre a dit qu'il avait une crainte? Le ministre est préoccupé, par exemple, sur les questions de maintien de l'ordre public. Le ministre est préoccupé sur les questions, par exemple, des nuisances sonores. Le ministre est aussi préoccupé sur la quiété des citoyens. Il y a des concitoyens qui veulent rester calmement chez eux. Ils sont embêtés par des mégaphones. Ils sont embêtés par des haut-parleurs. Ils sont embêtés ceci, par là, à gauche, à droite. Ils se posent même souvent la question, sommes-nous déjà en campagne électorale? Sommes-nous en période de campagne électorale? Ou bien, est-ce que si je décide, parce qu'en réalité, ce que les acteurs politiques disent de ce plateau ne sont pas en train de vouloir évoquer, c'est qu'il y a des Camerounais qui disent qu'ils n'en veulent pas. Et ils ne veulent pas de quoi? Ils ne veulent pas, par exemple, peut-être s'inscrire. Faux. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si c'est faux. Vous l'avez fait un référendum. Et vous l'avez aussi fait pour savoir. Maître Achille Le Diop. Je ne l'ai pas fait, vous l'avez fait. Maître Achille Le Diop, permettez. Allez-y, monsieur Yout. Allez-y. Nous constatons. Donc, les Camerounais, il y a des Camerounais qui sont embêtés par les bruits sonores. Non, il n'y a aucun Camerounais qui est embêté par ça. Alors, le ministre de l'administration territoriale est bel et bien dans son droit de pouvoir permettre à tous les concitoyens de vivre véritablement en toute quiétude chez eux. Il y en a qui rentrent du boulot, du labeur et tout, et ils ont besoin du calme. Et donc c'est ça la crainte du ministre? Non, il n'a pas dit qu'il a une crainte, il a tiré l'attention des acteurs politiques. Est-ce qu'il a dit et évoqué le mot crainte? Mais un ministre en charge du maintien de l'ordre public n'a pas besoin de dire je crains. Il met de l'ordre public, rétablit l'ordre public. Immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'un acteur politique qui pense que la sortie du ministre de l'administration territoriale est la preuve que le pouvoir en place n'a jamais voulu que les Camerounais participent en masse au processus électoral? C'est tout. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si c'était le cas, c'est que ces mêmes acteurs politiques se seraient sentis soit arrêtés, opprimés, qu'ils ne seraient pas en capacité de se mouvoir. Mais si la sortie du ministre n'est pas la preuve que le gouvernement n'a jamais voulu que les Camerounais participent en masse au processus électoral, comment est-ce qu'on la comprend donc? Non, la sortie du ministre gêne ceux qui sont en violation des règles et de la loi. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous donne un exemple. Tout le monde est conscient que, par exemple, les mototaxis, on en a besoin, ça aide. Tout. Mais à partir du moment où on décide peut-être de mettre une organisation pour pouvoir peut-être rendre beaucoup plus civique le fonctionnement de cette activité, les uns et les autres commencent à décliner. C'est pareil, depuis que les uns et les autres ont créé ce petit désordre et tout, lorsque le MINET maintenant voudrait recadrer les choses et dit que n'oublions pas, chers concitoyens, que la loi est là, le code électoral encadre tous ces éléments-là, et que sachez que si on vous a laissé vos mouvoirs, malgré que Élections Cameroun même parfois n'est même pas au courant ni de vos mouvements. Je vous rappelle que même en période de campagne électorale, si vous avez un calendrier électoral, vous avez l'obligation
de rendre public l'ensemble de vos activités à l'échelon camerounais. En quoi ces appels, ces appels tout azimut à s'inscrire sur les listes électorales, à quoi ces appels sont-ils parce que ces acteurs, par exemple, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. En quoi c'est différent de ce que prévoit la loi le jour d'élection? Parce que la loi prévoit justement que tout soit fermé pour permettre au plus grand nombre de Camerounais d'aller exprimer leur suffrage. En quoi c'est différent? Je pense aussi que le droit de participer... La loi fait tout pour que les Camerounais aillent voter. En ce moment, les cititoyens font... la loi font tout pour que les Camerounais s'inscrivent. Le droit à tout citoyen en âge de voter, de pouvoir voter et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Mais le citoyen a également sa liberté de décider de participer ou pas. En ce moment, le citoyen n'a pas sa liberté de lorsqu'il décider est harcelé, ou bien lorsqu'on est en train de vouloir empêcher et étouffer le citoyen d'exprimer également le fait qu'il a sa liberté de participer ou de ne pas participer. Alors, nous, on va revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Et ils ne veulent pas ce débat. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas admettre que le concitoyen adhère à la donne électorale de par l'adhésion d'un projet de société. Très bien. Mais comme ils n'ont rien à proposer en ce qui concerne le projet de société, ils ont tout simplement besoin de distraire l'opinion publique et de démontrer qu'on nous empêche finalement de faire le travail. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas atteindre au lieu de parler de projet à projet, de parler de leur projet de société, parce qu'en réalité, on va contourner, on va revenir toujours à vouloir comprendre pourquoi le taux d'abstention reste toujours élevé. Justement. Parce que sur le plan Patrick Obama, et puis Amin Fodion, on sort de ce sujet. À qui profite, merci monsieur Youd, à qui profite aujourd'hui le peu d'inscrits qu'on a sur les listes électorales, le peu de votants lors des élections? Alors, pour répondre à votre question, je vais convoquer deux faits. Oui. Premièrement, la Constitution du Cameroun prescrit le rôle des partis politiques qui concourent à l'éducation populaire. Pendant les inscriptions, on se rend compte que les populations n'ont pas d'informations. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles ne savent même pas où se trouvent les antennes Elecam. Elecam ne communique pas suffisance sur les modalités pratiques. Les cartes Elecam sont dans les bureaux, dans les antennes Elecam, sans que Elecam ne fasse même des SMS pour appeler aux citoyens, venez récupérer vos cartes. Donc ce que les partis politiques font, et la société civile, y compris aussi nos camarades d'à côté, c'est qu'ils font un travail d'éducation populaire qui relève du rôle des partis politiques. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les partis politiques, les populations à jour en leur disant voilà ce que prévoit. Et parfois les habitants ne savent même pas quel est le calendrier électoral. Donc aujourd'hui, alors que nos populations s'inscrivent, cela profite effectivement à la démocratie. D'accord. Pour commencer. On va s'interroger plus tard. Quand Télécam dit qu'il y a 50% des Camerounais qui ne votent pas, on en va se questionner. Ah ben, comment 50% ne votent pas? Si le système était tellement transparent, on pouvait identifier dans les 50 autres % de personnes, les personnes vraies et les personnes fictives. Ça nous pose un problème. Puisque Elecam détient le fichier électoral, Elecam détient la base de données, il la publie. Quand il veut la publier, on n'a pas un site officiel où nous avons, nous voyons les noms, nous avons les noms des inscrits. Vous comprenez? Nous avons les noms des inscrits. Donc on ne sait pas exactement si les personnes qui sont dans le fichier sont des personnes vraies ou des personnes fictives. On n'a aucune preuve. On se fie juste, n'est-ce pas, à la publication des Elecam. Et quand on se rend compte que Elecam lui-même viole la loi en étant de mèche avec les pouvoirs publics, ça viendra, ne vous inquiétez pas. On se demande bien, et quand on se rend compte que, quand Elecam dit qu'on n'inscrive pas les dimanches, souvenez-vous que depuis 2020, Elecam n'a pas produit de carte d'électeur. Nous avons été aux élections régionales et aux élections sénatoriales. Nous avons eu des cartes d'électeurs en tant qu'élus. Voyez-vous. Mais les citoyens camerounais n'ont pas eu des cartes d'électeurs. Nous étions, il faut aussi le rappeler, la diaspora, pendant 4 ans, n'a pas pu s'inscrire. Nous avons 6 millions de compatriotes dans la diaspora. Donc, quand on dit que le RDPC n'a pas de volonté, quand on dit que les Camerounais, non, monsieur, s'il vous plaît, quand on dit que il y a une volonté, un manque de volonté des pouvoirs publics ou de l'Elecam ou du régime en place de ne pas voir les Camerounais s'inscrire, voilà une preuve tangible. Vous avez 6 millions de Camerounais dans la diaspora,
qui n'arrivent pas à s'inscrire. Mais monsieur, qu'est-ce qui fait problème avec la diaspora? Et aujourd'hui, le directeur de l'ECAM... À chaque fois où on va demander la carte consulaire, par exemple, voulait dire, par exemple, que vous voyez, par exemple, les expatriés, dès qu'ils arrivent quelque part... Monsieur, modifiez la loi d'abord. Ils se présentent à leur consulat. Oui. Pour qu'ils puissent être identifiés, ça leur permet de pouvoir bénéficier de la protection, des informations et ainsi de suite. Chaque concitoyen doit avoir cette identité consulaire. Non. Maintenant, vous pouvez dire que je vais m'inscrire à Berlin, je vais m'inscrire à Paris, je vais m'inscrire partout. Vous devez démontrer que vous êtes établi, résident, à ce point-là, pour pouvoir vous inscrire. Mais est-ce que la carte de résident, est-ce que ce n'est pas une violation de la loi, justement, puisque la loi ne le précise pas? Mais comment vous allez apporter la preuve que vous êtes établi? C'est ce que la loi prescrit, M. Yout. Je vous prends aussi un exemple simple. On dit le concitoyen... Est-ce qu'il n'était pas mieux de modifier la loi, justement, avant de... Est-ce que c'est le rôle de l'élection Cameroun? Mais l'élection Cameroun se refait à la loi. Non, mais si la loi dit, d'après les dispositions de l'article 272, que celui qui doit être inscrit doit apporter les preuves qu'il est bel et bien résident ou établi. Si cette disposition ne vous arrange pas, il faudrait aller modifier. On dit les dispositions de 272. Je dis que la loi prescrit ceci. Alors, donc à partir de ce, je voulais aussi chuter en disant ceci. Apporter des modifications sur la loi. Pour l'instant, on se refait au code électoral. Mais Patrick termine. Oui. Lorsque les Camerounais s'inscrivent, cela profite à la démocratie. Non, c'était une parenthèse. Vous avez votre tour de parole. Oui. Et comment dit le chef de l'État, il veut être celui-là, il veut qu'on retienne de lui comme étant l'homme qui a porté la démocratie. Et dans la démocratie, c'est la participation massive aussi des populations. Donc, il faut laisser les Camerounais s'exprimer. Les Camerounais veulent s'inscrire. J'étais encore, il y a quelques jours, du côté de Bomono, Mambenge, entré Djamboula, où l'équipe de l'ECAM n'avait pas de récépissé. Je peux vous citer comme ça plusieurs cas. Le 21 avril passé, un dimanche, il n'y a pas de récépissé. Donc, que l'ECAM ouvre le jeu, le directeur de l'ECAM a annoncé récemment encore qu'ils ont de nouvelles dotations, ils ont de nouveaux moyens, qu'ils les mettent à disposition des populations. Il nous reste pratiquement 3 mois seulement. Et pendant 3 mois, il faut intégrer la diaspora. Et quand on parle de diaspora, beaucoup se réfèrent seulement à la diaspora européenne. Mais vous avez en Guinée équatoriale des milliers de Camerounais, au Gabon, au Nigeria, vous comprenez, en RDC Congo, on n'en fait pas cas. Parlons de la France, l'Allemagne et ainsi de suite, aux États-Unis, on n'en fait pas cas. Donc il y a une volonté manifeste de ne pas encourager des inscriptions. À qui profite justement le très peu d'inscrits sur les listes? On sort de ce sujet. Bien évidemment, au régime qui est illégitime et qui croit pouvoir se maintenir par des voies illégitimes. Je voudrais préciser que l'ECAM a plus de 12 milliards de budget. Mais aujourd'hui, le même l'ECAM qui a 12 milliards de budget n'arrive pas à fournir les récépissés aux Camerounais qui s'inscrivent. Le même l'ECAM qui a 12 milliards de budget vous dit qu'ils ont des machines qui sont en panne et qui ne peuvent pas venir s'inscrire. Le même l'ECAM qui a 12 milliards de budget n'a pas inscrit des Camerounais dans la diaspora depuis 4 mois. Disons même que le peu de Camerounais à qui on impose des conditions au-delà de la loi ne peuvent pas s'inscrire depuis 4 mois. Le même l'ECAM qui a 12 milliards aujourd'hui n'est pas à mesure de nous produire une liste détaillée et renseignée des personnes qui sont inscrites. Parce que je voudrais préciser une chose. Chaque fois que vous vous inscrivez, vous avez soit votre CNI, soit votre numéro de récépissé. Ça veut dire que c'est tout à fait simple de contrôler ceux qui sont réellement inscrits. On partirait sur la base des CNI ou des numéros de récépissé en fonction des dates de production et des dates auxquelles ces différents documents doivent être périmés. Je veux dire que en vérité, j'aurais aimé que le ministre de l'administration territoriale fasse des efforts pour faciliter la tâche à l'ECAM, parce que c'est de son rôle. Mais il ne fait aucun effort. Au contraire, il essaie de saper le moral des Camerounais. Mais je voudrais préciser que tous les acteurs politiques qui sont sur le terrain des inscriptions doivent multiplier des efforts. Parce que le Camerounais a besoin d'être harcelé pour se faire inscrire. Parce que le régime actuel a pris soin pendant des décennies de détruire l'espoir des Camerounais de ce que l'alternance est possible par les urnes, en leur faisant comprendre que même si vous votez, vous n'allez pas, ça ne va rien changer. En leur faisant comprendre que les gens sont inscrits, mais les gens ne vont pas voter. En leur faisant comprendre que les opposants, ce sont des traîtres, ce sont des ceci. Non, on doit
on doit véritablement les harceler parce que le régime s'est arrangé à ce que... Pas les harceler. Non, on doit le faire. Je vous explique pourquoi. On doit harceler les Camerounais pour s'inscrire. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on a rendu l'alcool si accessible qu'il existe des alcools qui coûtent 100 francs le sachet, parmi lesquels il y a un qui s'appelle même Tombeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'espoir, mais qui ont de l'argent, soit pour boire de l'alcool en longueur de journée, soit pour se livrer aux paris sportifs. Bref, vous avez des jeunes qui se sont éloignés du rôle du citoyen, qui sont éloignés de ce que c'est que leur devoir et leur droit en tant que citoyen. Et l'État a véritablement pris soin pour les écarter de tout ça. Même quand vous regardez dans les programmes scolaires, nous qui avons été à l'école primaire à notre époque, il y avait, il y avait les cours de civisme, les cours de morale, on vous apprenait comment être des citoyens à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que tout cela est devenu. Donc, le rôle des politiciens, des partis politiques, comme le disait le conseiller Obama, c'est d'éduquer la population. Éduquer la population ne doit pas être considéré comme étant un harcèlement. Éduquer aussi la population, c'est de venir dire, monsieur, vous avez intérêt à vous inscrire. Parce que c'est en vous inscrivant que la route que vous attendez depuis longtemps peut trouver une solution. C'est en vous inscrivant que vos enfants qui sont encore en bas âge pourront avoir du travail demain. Ce travail-là, c'est dévolu aux partis politiques. C'est un travail d'éducation. Et ce travail d'éducation est perçu comme étant du harcèlement pour ceux qui ont peur que la masse critique les rattrape en 2025. On parle donc de l'engagement politique des jeunes au Cameroun. La jeunesse sera-t-elle au rendez-vous de 2025? La question mérite d'être posée quand on sait que la population camerounaise est majoritairement constituée de jeunes. Alors, pour introduire ce sujet, je propose qu'on prenne ce reportage. C'est une messe d'action de grâce qui a été dite il y a quelques jours à Yaoundé pour le président du Sénat. À la résidence de Massegna Difendi au quartier Ngouaikele ce 28 avril, parlementaires, ministres, directeurs généraux, diplomates et autres personnalités sont réunis pour célébrer le président du Sénat. Il s'agit d'une union de prière portée vers le Très-Haut pour qu'il continue de gratifier la deuxième personnalité du pays d'une santé de fer. De le combler davantage, Seigneur, afin que le projet que tu t'es formé pour lui au sein de cette nation, avant qu'il ne voie le jour, Seigneur, que par ta grâce, pour ta gloire et en ton nom, ce projet s'accomplisse jusqu'à son terme. Le message est porté par le collège des pasteurs de l'EEC de Loncac afin que l'intercession arrive à son destinataire. Pour la famille ainsi que ses collègues parlementaires, le pays a encore besoin de son président du Sénat. Vous savez qu'il a été malade, il est revenu en santé, donc nos vœux ont été exaucés. Donc on ne peut que remercier le Tout-Puissant pour cet œil bienveillant qu'il a sur notre famille et nous prions pour que ça continue. Les remerciements ont été faits pour le chef de l'État. Le président du Sénat a été miraculeusement guéri. Nous sommes absolument, contents et heureux et nous rendrons grâce à Dieu pour tout. Ce culte d'action de grâce s'est achevé par un repas offert par le couple Niat aux convives. Très bien. Alors, Jean-Claude Youth, quel est le sens de ces mots sur le plan politique au Cameroun? Solidarité intergénérationnelle avec un président de la République, plus de 90 ans, le président du Sénat, qui n'en est pas loin. Bref, une classe politique dominée par des hommes assez âgés, quand même, qui semblent peu enclins à céder la place aux jeunes. Non. Sur la base de ce reportage, de ces images. Non. Et il faudrait que nous comprenions très bien. Oui. On dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et un peuple. Alors, à l'élection présidentielle, les âges des différents candidats sont connus. On est d'accord. Donc, le peuple élit souverainement. On ne parle pas que du président de la République, là. Je parle de la solidarité intergénérationnelle au Cameroun, sur le plan politique. Mais nous avons... Quel est le sens que ça revêt pour vous ? Nous avons à tous les niveaux, au niveau de pratiquement de la gouvernance ou bien même des élus, toutes les classes d'âge.
que ce soit les députés. C'est pour ça, par exemple, que vous vous souvenez que lors des sessions, on parle, par exemple, des sessions qui sont dirigées par les bureaux d'âge. Bureau d'âge, c'est quoi? C'est le moins âgé et le plus âgé, c'est pas ça? Et ce que vous voulez dire qu'on arrive à reconnaître qu'il existe toutes les classes d'âge. Pourquoi ça cause un problème? Ou bien en quoi ça doit faire débat? Vous vouliez que nous puissions ne plus avoir des seniors dans le pays? La population doit seulement être une population, ce qu'on appelle même jeune. Très jeune ou jeune? Je ne sais pas. Le vieillissement de la population, ça doit être une classe également. Mais il faudrait tout simplement savoir comment on intègre progressivement. Et les différents éléments d'intégration, c'est l'accessibilité aussi des jeunes à des postes de responsabilité. Je vous prends un exemple très Accessibilité des jeunes à des postes de responsabilité, est-ce que c'est manifeste? Mais c'est manifeste. Je vous prends un exemple simple. Au RDPC, en temps normal, les youth communicants... le RDPC, c'est un poste de responsabilité pour la République. Je vous donne par exemple un exemple. Les youth communicants... Je veux dire, nous sommes au niveau de la... On parle de la République. Le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat avant, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique, le président... Bref... Le Premier ministre, à quel âge? Il est trop vieux pour vous, apparemment, le ministre. Ah, de tout ce que j'ai cité, c'est le Premier ministre qui retient votre attention. C'est un très haut responsable. Plus de 70 ans, c'est jeune. Hein. Le président du MRC, il est déjà septagénaire. C'est juste pour dire qu'à l'époque, en 2018, les uns les autres disaient l'honorable Kabalibi a aussi... Non, vous faites de la diversion. Vous faites de la diversion. Mais j'ai l'impression que nous parlons du sommet de l'État. J'ai évoqué le cas du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour vous, ce n'est pas significatif? Sauf si peut-être on voudrait dire qu'il est très vieux. À son âge déjà. Non, soyons sérieux. Est-ce qu'aux États-Unis, lorsqu'on a des octogénaires qui sont candidats et dont tout le monde en est convaincu que le futur président des États-Unis sera un octogénaire, je vous rappelle que le président Joe Biden est élu régulièrement depuis plus de 40 ans. À la fonction de chef d'État. Élu régulièrement depuis plus de 40 ans au Parlement américain. Mais je ne sais pas pourquoi on voudrait faire un débat qui ne tient pas, parce qu'en réalité, les uns les autres se rendent compte que c'est un projet de société qu'on présente à la population. Si, par exemple, l'âge d'un candidat... Oui, je chute par là en disant que si l'âge d'un candidat est un handicap ou bien un élément de faiblesse, ça voudrait dire que sa formation politique qui présente ce candidat-là, qui a besoin de la victoire, part déjà sachant qu'ils peuvent perdre. Mais si ce n'est pas le cas, la population qui est souveraine a le choix de désigner ou bien d'élire. Merci Jean-Claude. Patrick Obama, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Je veux dire, les jeunes constituent statistiquement le groupe majoritaire de la population camerounaise. Pourtant, la prise de décision au sommet de l'État semble être la propriété exclusive d'une certaine génération. Oui, mais ça s'explique. Ça a été conçu comme ça. Le chef de l'État actuel, quand il accède aux fonctions au cabinet civil à 28 ans. À 33 ans, il cumule les fonctions de SGPN et DCC. Il va passer par la ministre, plus tard Premier ministre et chef de l'État. Son prédécesseur a été chef d'État à 36 ans. Lui, à 49 ans. Ali Bongo a été chef d'État à 32 ans. Le feu président gabonais, à 32 ans. Toutes ces générations-là ont pris fonction entre 30 ans et 40 ans. Alors, ils ont donc créé un système dans lequel les jeunes n'existent pas du tout, y compris dans leur parti au RDPC, pour, je ne sais pas pour quel intérêt, pour perpétuer une certaine forme d'inertie au sommet. Et il a roulé cela par des mécanismes tels que... vous le dites comme si l'inertie était volontaire. Elle est volontaire. Elle est volontaire. La preuve, vous avez cité des hauts cadres du gouvernement, il n'y a pas un jeune de 40 ans, il n'y a pas un jeune de 50 ans. D'où vient-il qu'un monsieur qui a exercé pendant 40 ans, qui a été ministre, qui a été Premier ministre, qui a été au cabinet civil, qui a été SGP, ne puisse pas dans son gouvernement trouver des jeunes de 40 ans ou de 45 ans? C'est une volonté manifeste. Et lorsqu'il dit, dans un discours, laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, il traduit par là le fait que les affaires politiques là
ne vous concerne pas. Vous comprenez? Ils ont créé un mystère autour de la gestion de la cité. Je me souviens, j'ai été parmi ceux-là qui ne voulaient pas participer aux jeux politiques. C'est grâce à l'honorable Cabral Libby qui nous a convaincus en nous disant la politique, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas la magie. Et je le dis à tous ces jeunes qui nous suivent là, ce n'est pas une affaire mystique. La gestion de la cité doit impliquer tous les Camerounais, y compris ceux de la maternelle, ceux du primaire. Puisque si les lois sont votées contre leur faveur, ils doivent se prononcer. Donc c'est à cette faveur-là que je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé aujourd'hui candidat, investi, élu de ma localité. Donc pour dire aux jeunes qui nous suivent, et pour votre question, elle est assez importante, il y a eu tout un mystère autour de la gestion de la cité. Il faut briser ce mystère-là. Dites-vous que vous êtes plus meilleur que nous qui sommes en politique, vous êtes plus intelligent que nous qui sommes en politique. Inscrivez-vous massivement, votez massivement. L'honorable Cabral a ouvert une porte pour les jeunes et ce sont les milliers de jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir cet espoir. Maître Achille Ledjo, quel commentaire vous inspire ce que certains ont coutume d'appeler la gérontocratie, le statu quo de la gérontocratie camerounaise? Tout simplement une réalité au Cameroun, la gérontocratie, c'est-à-dire le gouvernement par les personnes vieilles d'un certain âge et qui ne gèrent qu'entre eux les choses de la République. Vous avez posé la question à M. Yout sur la solidarité intergénérationnelle. Est-ce qu'on peut voir le vieux tenir la main du jeune pour travailler dans l'intérêt de la République? Est-ce qu'on peut voir les jeunes dans les sphères ou les hautes sphères de décision? Je voudrais tout simplement dire que la solidarité intergénérationnelle semble être un concept vide de tout sens au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec un président qui aujourd'hui a 91 ans et plus, un président de l'Assemblée nationale qui également court sous le poids de l'âge, et ce cycle que je viens de voir, votre reportage, président du Sénat qui reçoit ses invités chez lui assis parce que ne peut pas tenir debout le temps d'une prière qu'on fait pour lui, pour qu'il ait encore plus de force et des années pour continuer à nous gérer. Non. Au Cameroun, la fête de la jeunesse, c'est le 11 février. Mais vous vous rendez compte que le jeune, la place du jeune n'est pas centrale dans les préoccupations de ceux qui nous dirigent. Tout ça parce que le jeune lui-même, à un moment donné, s'est désintéressé de la chose politique. Et je les comprends. Parce qu'à ce moment-là, il fallait plutôt lutter pour la survie. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, pas de lumière, qui ne connaît pas s'il va manger le lendemain ou pas, car pour manger aujourd'hui, c'est un challenge. Vous comprenez qu'il ne doit réserver son énergie que pour trouver quoi manger demain et non pour réfléchir sur les affaires de la République. Voilà pourquoi le discours de certains acteurs politiques ne passait pas auprès de ces jeunes-là. Mais 43 ans passés, ils ont fini par comprendre que nous sommes dans l'esbrouffe permanente d'un régime qui ne veut pas comprendre qu'effectivement, il faut passer la main. Tout ça parce que la politique est conçue au sein du RDPC en termes de dividendes. Passer la main à un jeune, c'est perdre sa part de gâteau. C'est simple, c'est ce que ça veut dire. Par conséquent, on veut rester proche de Dieu, c'est-à-dire le grand Mamitou de Yaoundé. On veut rester proche du gâteau éternellement et, si possible, procéder par, comment on a appelé ça, je me fais remplacer par mon enfant. Regardez ce qui se passe, je voudrais m'en prendre à lui, personnellement. Pas d'attaque personnelle, quand je vois, oui, je m'en prends à lui. Non, écoutez, vous êtes une émission bien suivie. Sauf que les retombées seront sur moi quand même. Non, j'en assume. Je ne dis pas que je vais être mal poli avec lui. Je reste tout simplement dans le cadre de son intervention. Lorsque un jeune comme M. Éric Niat met
de la commune de Banganté, dans le Ndé, se permet de venir aux antennes soutenir ce que je dis tout à l'heure, comme étant un cinéma qu'on fait en l'honneur de son père. Je dis ça, il aurait dû ne pas accepter le micro de ce journaliste. Pourquoi? Parce qu'à Banganté, les gens se sont battus pour qu'il soit maire. Le premier argument qu'on avançait, c'était sa jeunesse, relativement au candidat ou la candidate de l'autre camp, qui était plus âgé, et lui, c'est un convillageois, puisque je suis également de cette sphère géographique. On dit on veut Éric Niat parce qu'il est jeune, parce qu'il a la niaque, il a la fougue, mais regardez ce qu'il vient soutenir. C'est tout simplement une honte, monsieur le maire. Et prochainement, quand on va dire vous-même, on va vous mettre de côté, sincèrement, on va vous mettre de côté. Merci. Alors, Amine Fodio, on peut le dire sans risque de se tromper, hein, avant et pendant les luttes indépendantistes, les jeunes étaient présents et participaient de façon effective à la vie publique au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils s'en sont éloignés? Vraiment, je vous remercie de m'interpeller en invoquant l'histoire. Parce que ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, c'est que les déboires que toutes nos générations subissent aujourd'hui est parce qu'il y a eu une traîtrise, une usurpation quelque part dans l'histoire du Cameroun, à plusieurs reprises d'ailleurs. Je voudrais rappeler aux jeunes qui ne le savent pas que le Cameroun connaissait déjà le multipartisme l'année où André-Marie Mbida est élu Premier ministre du Cameroun. Et le même André-Marie Mbida, élu normalement, légalement et légitimement Premier ministre, se retrouve dans un petit jeu, dans un petit imbroglio où on essaie dans le cadre d'une élection dans une chambre parlementaire de lui retirer le pouvoir à la faveur de M. Amadou Ahidjo, et qui par la suite a tué le multipartisme qui avait déjà donné une certaine maturité à la démocratie, à la politique camerounaise de cette époque. Il a tué ce multipartisme pour le ramener à l'état du parti unique, et il a pris soin de faire passer tous les nationalistes qui se sont battus pour l'indépendance et pour l'hégémonie de ce pays. Il a pris le soin de leur faire passer pour des maquisards. Des gens qui sont allés aux Nations Unies, qui sont battus pour que le Cameroun, qui n'a jamais été colonisé, maintienne son indépendance, son hégémonie. On les a traités de maquisards, on les a pourchassés en brosse, on les a exécutés comme des brigands. Et par la suite, le fameux État fédéral qui avait été... Le fameux État fédéral qui avait été encore un autre résultat des combats aux Nations Unies a été encore trahi dans le cadre d'une fameuse élection où on a demandé aux gens de revenir au parti, après le parti unique, de revenir à l'État unique. Et quand vous regardez aujourd'hui, ces gens qui ont pris le pouvoir en main, c'est des gens qui maintiennent leur pouvoir grâce à des inféodations, grâce à l'appartenance à des sectes, ou grâce à leurs inféodations à des organismes ou à des organisations qui sont parfois même du cadre légal et qui permet aujourd'hui à ces différentes personnes de ne plus se soucier du Camerounais, de ne plus se soucier du jeune, parce qu'ils sont soumis à d'autres règles, parce qu'ils sont sujets à d'autres personnes. Et ça a rendu ces personnes, ils sont devenus des personnes méchantes, des personnes égoïstes, égocentriques, méchantes. Ils sont même méchants pour leur propre progéniture. Parce que je vous pose la question. Ces personnes qui sont aux affaires depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans, est-ce que dans leur proximité familiale, dans leur proximité professionnelle, il les a manqué des jeunes qui n'ont pas pu préparer pendant 40 ans, pendant 20 ans à prendre le pouvoir? Est-ce qu'il les a manqué cela? Il ne les a pas manqué cela. Tout à l'heure, Maître Lejo évoquait le fils de Niat qui est maire. Pourquoi il n'est que maire? Pourquoi son père ne l'a pas peut-être préparé à être mieux que maire? De tous ces gouvernants, comparé aux autres jeunes, il est déjà maire. Oui, de tous ces dirigeants, ces gouvernants qui sont là depuis 40 ans, depuis 30 ans, vous avez vu cette cérémonie que vous nous avez fait regarder. Est-ce que vous avez vu quelqu'un là qui pourrait avoir moins de 50 ans? Est-ce que toutes ces personnes que vous avez vues manquent dans leur proximité familiale ou professionnelle des personnes qui pouvaient préparer pour prendre leur suite? Pourquoi
vous avez des ministres qui peuvent faire 20 ans, 25 ans, 28 ans au même poste. C'est parce qu'il manque dans ce même ministère des personnes qui ont la capacité de diriger le ministère. Est-ce que vous terminez, Ami. Monsieur Youth qui est là, il n'est pas suffisamment intelligent pour avoir une fonction dans les hautes sphères de l'État? Il n'est bon qu'à venir sur les plateaux jouer les communicants? Ou bien il est bon seulement à être nommé chargé de mission à l'organe départemental du RDPC? Il est jeune. Ses égaux, ses cadets sont chefs d'État au Sénégal. Et ils gèrent des budgets qui sont supérieurs au budget du Cameroun. Ils sont ses cadets. Donc, monsieur Youth estime aujourd'hui qu'il a la capacité de venir s'asseoir et de dire que lui, monsieur Youth, il est très médiocre et qu'il acclame ces vieux qui sont là depuis des années et qui sont plus intelligents. En une minute chacun pour ce dernier tour de table sur la question. Patrick, vous l'avez souligné, les autres également, il existe bien un lien entre le fait que les jeunes aient déserté le champ politique et la détérioration des conditions de vie de ces jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les jeunes sur la table politique et inciter le renouvellement de la classe politique par ricochet? Mais avant, il faut confirmer effectivement la volonté de l'État d'éloigner les jeunes dans la violation de l'article 46 alinéa 2 du code électoral que voici. Rapidement, en une minute. Le code électoral prévoit son article 2 que peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin. Dans ce pays, madame Lila, dans ce pays, vous pouvez être à 18 ans chef d'entreprise. Dans ce pays, à 19 ans. Vous pouvez payer vos impôts, employer des Camerounais à 18 ans, mais vous n'avez pas le droit de voter dans le pays, géré par les camarades de M. Youth. Dans ce pays, vous pouvez entrer dans l'armée à 18 ans, à 19 ans, prendre l'arme, payer par nos impôts, mettre le vert au jaune, allez vous battre pour ce pays, mais vous n'avez pas le droit de participer au jeu démocratique, en l'occurrence, choisir ceux qui vont diriger le Cameroun. Voilà une preuve tangible et flagrante. Donc, ce qu'on peut dire aux jeunes aujourd'hui, c'est ce que les partis politiques font. En l'occurrence, suivez la mouvance, allez vous inscrire, connectez vos plateformes officielles des partis politiques qui encouragent l'inscription, ayez votre carte d'électeur et constituez-vous en équipe de surveillance. Merci. Jean-Claude Youth, sur la même question, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour un renouvellement de la classe politique au Cameroun? Je veux dire, est-ce que la participation des jeunes fait partie des enjeux de la prochaine élection, par exemple, des prochains scrutins? Je pense que le RDPC a pris ses responsabilités, mais certains aussi d'en face ne l'ont pas pris. Parce que lorsque nous procédons au renouvellement, et on sait par exemple qu'il peut y avoir une concurrence saine et libre entre les jeunes et les aînés. Sauf que la politique se fait aussi avec des moyens financiers. Au niveau des investitures, par exemple, les circulaires et tout, ont fixé que minimum, par exemple, 30-35% doivent être des jeunes. C'est une forme de renouvellement. Et ils sont en train d'évoquer à juste titre le maire Niat. Il est jeune, mais ça voudrait dire qu'il est en train de gérer une cité. Donc voilà, lorsque les jeunes participent donc à la gouvernance, à la gestion des cités. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le CED. Il était jeune lorsqu'il avait été nommé, ainsi de suite. Donc, ce qui voudrait dire que le renouvellement, peut-être que sur le plan des tests, on peut chercher à rendre peut-être impératif. À dire qu'à tel pourcentage, à tel niveau, on doit avoir obligatoirement, ça c'est possible. Mais au RDPC, dans le cadre des différents renouvellements de nos organes de base et de nos investitures, nous avons imposé un renouvellement par la jeunesse. Et c'est pour cela que vous avez pu observer que, regardez, j'étais en train de vouloir vous évoquer que des porte-paroles et des porte-voix au RDPC, nous en avons à profusion. Mais le RDPC a choisi de mettre des non-name, les Youth, et ainsi de suite, les Yves Abama, le docteur Foué, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas ce que les uns et les autres veulent, mais ils n'arrivent pas à réaliser... Le RDPC choisit de les envoyer sur le plateau, mais qu'est-ce qu'il en est de la gestion des choses de la cité au sommet de l'État?
Au sommet de l'État. Ou alors les jeunes ne sont bons qu'à venir défendre le bilan de ceux qui commettent des impairs au sommet de l'État. Lorsqu'on a nommé par exemple le directeur général de l'ENAM, oui. C'était pas un jeune qui avait été nommé directeur général de l'ENAM. Ce sont des exceptions ou bien ce sont des généralités que vous citez? Vous êtes en train de... C'est-à-dire, on peut croire comme si les jeunes ne sont pas nommés. Très bien. Non, mais par contre, nous avons des cas. Mais peut-être que la proportion... Qu'est-ce qu'il représente justement n'est pas peut-être suffisante, ou bien qu'on peut encore continuer. Je vous pose la question. Je vous pose la question à vous, Jean-Claude Youth. Est-ce que la proportion des jeunes nommés est suffisante pour vous? Je ne sais pas s'il reste à pouvoir apprécier parce que... Non, je pose la question au citoyen camerounais Jean-Claude Youth. Non, c'est pas comme ça parce qu'en réalité, je suis un acteur. Je suis un acteur politique, d'accord? Et notre parti a pour vocation de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Dans cette dynamique-là, nous avons présenté un certain nombre d'acteurs politiques. Donc, nous disons que pour l'instant, le peuple camerounais nous a adoubés sur ce plan. Et ce qui voudrait dire que c'est un équilibre du jeu politique pour pouvoir faire un alliage entre les jeunes et... Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le renouvellement de la classe politique? Est-ce que la jeunesse sera au rendez-vous de 2025? En vérité, si aujourd'hui, par un coup de miracle ou une décision, c'est pas divine ou statutaire ou légale, on disait que tous les personnes âgées de plus de 60 ans ne s'occupaient plus des choses de la cité ou des choses politiques, je vous garantis que les jeunes actuellement n'auront pas la capacité de prendre les choses en main. Pourquoi? Parce que le régime actuel a passé son temps à vassaliser les jeunes, à en faire des éléments de propagation de la haine. Il faut les voir sur les réseaux sociaux, dans les rues. Non, Eto'o est monté, Eto'o va aller en prison, telle personne a fait ceci, Cabral c'est un traître, Kamto c'est un capacitaire. Voilà vers quoi leurs débats sont tournés. Parce que le régime, durant des décennies, a pris soin de faire en sorte que les jeunes soient fainéantisés. Pourquoi? Parce que le système en haut a fait la promotion des fainéants et des cancres. Et quand les fainéants et les cancres prennent les choses en main, ils savent qu'ils ne sont pas légitimes dans leur position. Du coup, la première chose à faire, c'est de tuer toutes les personnes qui sont mieux que eux. Merci. Et de faire l'apogée de la fainéantise. Et du coup, pendant des décennies, dont la fainéantise s'est installée. C'est la raison pour laquelle je continue à dire que le travail des partis politiques aujourd'hui, qui est celui d'éduquer et qui fait mal au ministre administrateur territorial et qui le traite de harcèlement, doit continuer. On doit continuer dans cette lancée. On sort de cette émission avec vous, 2025, jeunesse et rendez-vous. Oui. C'est 2025, c'est une année charnière et c'est un tournant décisif pour le devenir de notre pays. Et ce rendez-vous doit se tenir avec les jeunes. Voyez-vous, nous avons besoin que quelqu'un de 40 ans, 45 ans, moins de 50 ans, puisse être un premier ministre, puisse tenir les portefeuilles ministériels les plus importants dans une république. Lorsque vous demandez aux représentants du RDPC quelle est la proportion des jeunes aujourd'hui chez eux, il se permet de vous citer le nom des communicants. On vous parle des jeunes, c'est-à-dire que, et vous avez bien fait de dire, dont les jeunes chez vous ne sont là que pour défendre les impairs commises par d'autres personnes. Lui, il vous tourne encore en boucle, c'est-à-dire au RDPC, les vieux, au RDPC, les vieux de 70 ans à 90 ans sont ceux qui gèrent le pays. Les jeunes de 30, 40 ans, 45 ans, ce sont ceux-là qui partent communiquer et dire les vieux-là n'ont rien fait. Donc, merci. Par conséquent, ils sont dans la logique de la continuité perpétuelle. Nous sommes dans la logique de la rupture. Prochainement, 2025, on voudrait voir quelqu'un de moins de 45 ans
au moins Premier ministre, ministre de la Justice, ministre de l'administration territoriale. Joshua aussi n'a pas 45 ans. Merci. Je vous fais comprendre que Joshua aussi n'est plus au niveau de ministre de quoi que ce soit, il est au niveau de président de la République. Merci Maître Achille Le Dio d'avoir été avec nous ce dimanche. On parle des personnes comme toi et moi. Merci également d'avoir assisté. Joshua ici, c'est la posture présidentielle. Jean-Claude Youth, merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.